j'habite au meeting de Dakar. Et là, ça a été le bouleversement de toute ma vie. Je deviens championne d'Afrique. Ça a été incroyable. Donc, j'apporte la première médaille d'or au Sénégal. Et on part de Rennes jusqu'à Dakar en voiture. Et donc, voilà, partie mon titre. Et c'est ça, je pense, ma différence. C'est ce qui me permet de réussir un peu ce que je fais. C'est que finalement, je le fais parce que j'ai envie de le faire. Ça me rend heureuse et ça me passionne. Allow me to reintroduce myself. My name is Ho. Show. Hello, hello les incroyables, la team incroyable, nouvel épisode du Hove Show, que vous soyez en train de nous écouter sur une plateforme d'écoute ou sur YouTube. Bienvenue. Et aujourd'hui, je reçois une légende. Je reçois une femme de l'ombre. Je reçois une championne d'Afrique. Je reçois une femme inspirante. Je reçois Madame Amicenne dans le Hove Show. On t'a déjà présenté comme ça? Non. C'est la question que je pose à tous mes invités. Est-ce qu'on t'a déjà présenté comme ça? Non, tu vois? L'idée, c'est de... Tu vois, c'est de te mettre tout de suite dans le showtime. Tu vois? Toi, tu connais le showtime. Tu connais le moment, ça, le showtime. Tu l'as déjà vécu, les compétitions, les trucs comme ça. Ouais. Tu vas bien? Ça va. En ça forme? va, merci. Très bien. Tu dois être fatigué parce que tu es plein dans les moments de compétition, plein de choses qui se passent. C'est vrai. Donc, j'ai eu 2 semaines assez chargées. En tout mais cas, bon, ça redescend. Merci d'avoir pris du temps pour nous. Je sais que tu as d'autres événements tout à l'heure, donc je suis content que tu sois venu t'asseoir et que tu sois surtout venu partager tout ce que tu fais et tout ce que tu as eu à faire parce que tu as eu 10 000 vies et c'est ce qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui. Donc, Ami, la première question que je pose à tout le monde quand on vient ici, c'est comment tu te présentes aujourd'hui? Si je ne te connais pas, je te rencontre dans la rue, je dis bonjour, vous êtes? Alors, généralement, je me présente de cette manière. Bon, bah, je m'appelle Amicenne. Du coup, je suis triple championne d'Afrique. Oui. Triple championne d'Afrique de? Du lancer de marteau. Voilà. Je vis actuellement au Sénégal. Ouais. Et depuis maintenant près d'1 an, je rejoins la Fédération sénégalaise de football, ouais. Où je suis directrice marketing. Voilà. Ça, aujourd'hui, c'est ça ta carte de visite. C'est ça. C'est un petit peu. Après, on va découvrir qu'il y a plusieurs petites choses à l'intérieur. Voilà. Mais c'est déjà très impressionnant. Triple championne d'Afrique. Impressionnant. Mais tu vas nous raconter tout ça. Donc, toi, tu es parents sénégalais les deux? Oui, c'est ça. Oui, parents sénégalais les deux. Tu es né en France ou au Sénégal? Je suis née en France. Tu es né en France. Je suis CRR. Ouais. Et je suis venue m'installer au Sénégal depuis 2016. Depuis 2016. Donc, tu es né en France. Tu es née où? Je suis née à Lorient. Lorient. Lorientaise. Lorient, c'est vers Bretagne, c'est ça? C'est en Bretagne. Exactement. Donc, tu es né en France. Tu fais tout ton parcours scolaire en France? Exactement. Tu fais quoi? Quelle formation tu fais au lycée? Tu te diriges dans quoi? Alors du coup, j'obtiens mon bac en 2004 avec une mention assez bien. Il faut féliciter ça, c'est important. C'est génial. Et du coup, après, je passe des concours. Je voulais faire une école de commerce parce que j'avais un rêve. Je voulais être dans le sponsoring du sport. Ok. Et voilà, donc du coup, j'ai regardé un petit peu les parcours qu'il fallait, en tout cas, quelle étude que je devais faire. Et voilà, il fallait que, en tout cas, à l'époque, faire une école de commerce, c'était quand même... Donc déjà, un intérêt pour le sponsoring et dans le sport. Ah oui, complètement, ouais. Okay. Je voulais vraiment travailler dans le sport. Et alors du coup, je passe les concours, je fais les concours post-bac, c'est comme ça qu'on appelle à l'époque, j'ai oublié un petit peu ça. Et voilà, donc du coup, je fais plusieurs écoles et finalement, j'ai été prise à Bordeaux. Ok. À Bordeaux, donc j'intègre directement, juste après mon bac, l'école de commerce de Bordeaux, le CE. Et donc voilà, je suis partie pour 4 années là-bas. Et après, j'ai fait ma dernière année sur Paris, donc pour mon Master 2. Ok. Voilà. Ok. Voilà. Et quand tu fais ces études-là, est-ce que tu as déjà commencé la pratique du lancer? Ou tu commences à quel âge le lancer? Alors, le lancer, je pense que j'ai commencé en seconde. Je pense au 3e seconde. Non, c'est vraiment en seconde. Parce que du coup, j'étais athlète. J'étais athlète. De toute façon, lanceuse de bateau, je suis athlète. Hein. Oui. Mais du coup, je faisais du sprint. Ouais. Et j'étais plus prédestinée vers les sauts, sauts en longueur, où je me débrouillais plutôt pas mal. Donc, j'avais fait 4e au championnat de France. Waouh.
Et donc, j'étais assez polyvalente parce que c'est bien dans l'athlétisme, quand on est jeune, on doit faire 3 disciplines, une course, un lancer Ok, je ne savais pas ça. et un saut. D'accord. Et voilà, et finalement, c'est comme ça que j'ai commencé à m'orienter vers le saut. Mhm. Et c'est vrai que j'aime bien raconter cette histoire parce que c'est comme ça que je suis arrivée au lancer de marteau. Parce que généralement, on dit qu'en athlétisme, c'est plus l'athlète qui choisit qui vient te chercher. C'est pas toi qui choisis vraiment ta discipline. Ok. Et voilà, un jour, on a les interclubs. Donc, c'est une compétition par l'année. C'est une compétition par équipe. Ouais. Où on doit apporter des points pour l'équipe. D'accord. Et la meilleure équipe, elle est championne de France. Voilà. Donc là, forcément, il manquait une lanceuse de marteau. Et ils sont venus me chercher. Ils m'ont dit, Ami, tu vas faire du lancer de marteau. Tu vas aider l'équipe à apporter quelques points. Parce qu'il ne fallait pas qu'on ait un 0. Je dis, il n'y a pas de problème, j'y vais. Et je prends le lancer de marteau. Et boum, il part. Et là... Mais t'en avais pratiqué un petit peu. Non. C'était la première fois? Ouais, c'est ça. Mais du coup, après, bon, c'est pas compliqué. On te dit de faire 2 moulinets et tu le lances. Donc, j'ai fait mes 2 moulinets et puis le marteau, il est parti. Et là, mon coach, il me dit, il y a quelque chose, quoi. T'es peut-être... T'as peut-être un talent. Voilà, ouais. il y a quelque chose. Et moi, je dis hors de question. Alors là, c'est hors de question que je fasse du lancer de marteau. Moi, je veux être une sprinteuse, je veux être une sauteuse. Et puis en fait, le lancer est un peu vraiment sur les stades annexes. Oui. C'est vrai que tu es moins centrale sur la piste, on te voit moins. Voilà. Et puis, j'imagine surtout pour une jeune fille noire à cette époque-là, c'est difficile de te dire que tu as envie de faire cette discipline de lancer parce que c'est vrai qu'en tant que jeune fille noire, tu as plus des exemples de sprinteuses, effectivement, de femmes noires qui réussissent dans le saut en longueur ou en hauteur. Donc, c'est vrai que c'est difficile de se projeter, de dire, mais attends, moi, je vais faire cette discipline. Qui fait ça? Qui je connais? Tu vois, qui fait ça? Donc, c'est vrai qu'effectivement, c'est plus difficile de se projeter dedans. Mais c'est fou comment ce coup du destin, finalement, donc, te fait rentrer dans cette discipline-là. Donc, tu es en seconde, à peu près. Voilà, donc du coup, je suis en seconde. Et moi, voilà, il était hors de question que je fasse du lancer. Et ils m'ont dit, non, mamie, il faut que tu fasses du lancer. Tu peux devenir une très grande athlète. Franchement, impossible. Donc, c'est en seconde. J'ai fait une année de sport-études. Ouais. Et en fait, on m'a obligée à faire une séance de lancer par semaine. Autrement, autrement, j'avais plus le droit de faire j'avais plus le droit de courir. Et du coup, j'ai pas eu le choix. Donc, tous les mercredis, j'y allais et j'ai trouvé un copain. J'ai dit, s'il te plaît, viens avec moi. Donc, lui, du coup, c'est devenu un lanceur de disques. Uh-huh. Et voilà, me voilà à faire du lancer toute seule avec le coach. C'était le midi, le mercredi midi, voilà, sur le terrain de foot. Incroyable. Voilà, du site d'entraînement. Et puis voilà, je me mettais des petits objectifs sur ce terrain. Donc en fait, il n'y avait pas d'air de marteau. Okay. On commençait vraiment, on était sur la piste d'athlée, mais voilà, je lançais sur le terrain de foot. Okay. Et je me rappelle très bien. Donc mon objectif, c'était de dépasser la ligne. Le rond central? Non. Ah non, ça c'était trop loin. Avant, là, il y avait le but, là, la ligne. Oui. Putain, je travaille dans le foot et je toujours pas la surface de réparation. La surface de réparation, voilà. Et du coup, je dis, il faut que je dépasse cette ligne. Mm-hmm. Et voilà, j'ai commencé à... c'était mon objectif. Donc, forcément, je dépasse la ligne. Et puis après, il y avait la ligne d'après, c'était la ligne médiane. Il fallait la dépasser. Et mon coach, il me dit, si tu dépasses cette ligne-là, c'est des championnats de France et tout ça. Et là, je commence à dire, ah ouais, c'est comme ça, devenir sérieux. Ouais. Et donc, forcément, nouvel objectif, il fallait que j'atteigne cette ligne médiane. Et puis, c'est ce qui s'est passé très rapidement. C'est ça que j'allais te demander. En combien de temps tu réalises un petit peu toutes ces performances? En tout cas, je sais que c'est la première année, je me qualifie quand même au championnat de France. Ah ouais. Je me qualifie au championnat de France. Et je me rappelle, c'est l'année où on parlait que de Usain Bolt. Oui. Donc, c'était... donc, il faisait des championnats du monde à Kingston. On parlait d'un jeune cadet hyper talentueux et tout qui gagnait tout. Et sur cette année-là, je fais les championnats de France à Angers. Et je fais un super bon résultat. Mm-hmm. Et là, je vois le coach, c'était même pas le coach, c'était le recordman de France du lancer de marteau, Gilles Dupré. Et voilà, tout le monde me dit qu'il y a quelque chose, quoi. Il y a du talent et tout. Il m'a parlé et puis voilà, j'ai commencé à prendre conscience que waouh, j'avais quelque chose à faire. Tu as un talent dans ça. Parce que j'avais pas été si mal classée. Je pense que j'avais été finaliste. Et l'année d'après... Ah oui, sur ta première année, tu es finaliste. Ouais. Alors que tu as juste à peine moins d'un an de pratique. Non, c'est ça. Ça allait vite. Mais en fait, du coup, ma force, j'ai une force en fait
dans cette discipline, c'est que j'ai gardé en fait toute l'explosivité et j'ai un pied qui est très fort. Donc ce pied-là que j'avais au saut en longueur, en fait, je l'ai transféré dans le lancer de marteau. Et ce qui m'a permis en fait d'être très vite performante parce que je suis très explosive. D'accord. Et comme en fait beaucoup de lanceuses lancent sur 4 tours, moi j'étais une des rares athlètes à lancer sur 3 tours parce que j'étais très explosive. D'accord. Et en plus j'ai des longs bras, donc j'ai un long rayon. Et en fait voilà, très rapidement le marteau il partait tout seul. Ça c'est fou, ça veut dire que finalement, cette discipline, si tu l'avais peut-être même découverte plus tôt et que tu avais appris encore les techniques plus tôt dans ta jeunesse, peut-être même que tu aurais pu battre des records du monde et autres, on ne sait jamais. Je ne sais pas, je ne pense pas, parce que en fait, le lancer, c'est vraiment un sport de maturité. D'accord. Donc, c'est vraiment avec l'expérience, la pratique, D'accord. que vraiment tu peux avoir une longévité dans cette discipline. Donc, non, je pense que je suis arrivée au bon moment. Ouais. Et parce que finalement, j'étais encore que cadette. J'étais cadette. Et du coup, la deuxième année cadette, je fais vice-championne de France. Waouh. Voilà, à Lyon. Waouh. Et donc, c'est là que je me suis dit, ah ouais, il y a quelque chose. Et par contre, donc après, j'ai mon bac. J'ai mon bac. Et là, je dois aller faire mes études à Bordeaux. Ok. Mais maintenant, à Bordeaux, je dois choisir entre le lancer de marteau ou le saut en longueur. Et le problème, c'est que le lancer, c'était à Bruges. Et le saut en longueur, c'était à Pessac, à l'opposé. D'accord. Et là, j'ai dû faire un choix. D'accord. J'ai dû faire un choix, lanceuse ou sauteuse. Et franchement, j'ai choisi le lancer de marteau parce que c'était là où j'avais en tout cas tu avais déjà l'avenir. Tu avais des résultats, tu voyais que tu progressais vite. Donc effectivement, je pense que beaucoup auraient fait le même choix. Et donc là, tu disais ta première année de fac où tu fais ce choix-là. C'est ça. À quel moment tu représentes le Sénégal dans ça? Parce que tu l'as dit, tu as été 3 fois championne d'Afrique dans cette discipline. À quel moment cette aventure, justement, Sénégal, représentante du Sénégal, rentre dans ton histoire? Alors, du coup, c'est en 2000. Donc, du coup, c'est en 2010. En 2010, du coup, je finis. Je fais ma dernière année sur Paris. Et je rencontre mon coach du moment, Walter Siofani. Et il me dit, mais tu sais que tu as possibilité de représenter le Sénégal. Pour moi, ce n'était pas possible parce que j'avais fait des championnats d'Europe avec la France. D'accord. Au lancer de marteau. D'accord. Tu as représenté l'équipe de France? J'ai déjà représenté l'équipe de France. Parce qu'après, j'ai eu d'autres titres au championnat de France. D'accord. Je représente la France au championnat d'Europe. D'accord. Espoir. Et pour moi, j'étais. Oui, vu que tu as déjà choisi l'équipe que tu représentes, c'est ça. Tu te dis que tu ne peux pas changer. Exactement. Mais finalement, quand tu es jeune. Oui. Tu as jusqu'à un certain âge pour choisir quand tu es jeune, tu peux. En fait, c'est avant d'être senior, tu dois choisir ta nationalité. D'accord. Et donc là, je passais senior. Et il me dit qu'il y a possibilité quand même de représenter le Sénégal. Et c'est vrai que moi, le lancer au début, je ne pensais pas faire vraiment une grande carrière dans l'athlétisme. Je me suis dit, bon, c'est bien, là maintenant, j'ai mon master, je travaille actuellement chez Danone, et Danone me proposait un poste, et je me suis dit, bon, de toute façon, c'est la suite logique. Maintenant, le sport, c'était quand j'étais jeune, et maintenant, je rentre dans ma vie d'adulte. D'accord, donc tu avais déjà commencé ta vie professionnelle, je vais dire, en alternance, voilà. Okay. J'étais en alternance, donc c'était ma dernière année en alternance, et puis là, pour moi, c'était la suite logique, quoi. Oui. J'allais me consacrer sur ma vie professionnelle, et ça s'arrêtait là. Et finalement... Donc, mon année d'apprentissage sur Paris, je m'entraîne. Et puis là, je passe sur 3 tours, justement, avec ce coach, avec Walter. Et franchement, ça partait, le marteau. Je sentais que, que le niveau que j'étais en train de gagner en niveau. Et je commence à me renseigner aussi sur le Sénégal. Je dis, c'est peut-être possible. Je commence à appeler la Fédé et tout ça. Et on m'invite au meeting de Dakar. Et là, ça a été le bouleversement de toute ma vie. Ah ouais? Je fais le meeting de Dakar. C'était au stade à Amitié, Léopold Sédar Senghor. L'ambiance de la compétition, c'était incroyable. Et en fait, j'ai ressenti des frissons. Non, mais c'était dingue. Et en fait, je me suis dit, waouh, en fait, je suis sénégalaise aussi. Ouais. Et c'est vrai que le problème, quand on est
Sénégalais, mais qu'on vit à l'extérieur. Quand on est né en France, ouais. comme on nous appelle les CNF, ou voilà, Mhm. on a un problème aussi d'identité. Hein, Oui, parce que quand bien on est sûr. en France, on n'est pas, On n'est pas français à 100%. français, Ouais. et quand on vient au Sénégal, on est la Toubab. Ouais. Donc, c'est un peu compliqué. Ouais. Et finalement, c'est vrai que je me sentais pas forcément... Même moi, on me dit que je suis très Toubab. Oui. Très, très Toubab. Je dis OK. Et ça blesse. Hein, Bien sûr. Ah non, quand tu es jeune, ça te blesse. Les gens ne se rendent pas compte du poids des mots. C'est ça. Et Ouais. toujours, on me dit Toubab, Toubab, Toubab. Et du coup, moi, ça me blesse. Et c'est vrai que... Ça blesse surtout quand tu sais que, au fond de toi, tu te sens sénégalaise. Parce que finalement, chez toi, tu es sénégalaise. Oui. Quand tu es à la maison, tu connais tous les codes du pays, tout et tout. Et tu sais, quand tu es dehors avec tes amis en France, quand tu es jeune, oui, tu dis que tu es française, mais tu dis aussi à tes amis que tu es sénégalaise. Donc, c'est sûr que quand tu rentres ici et que on te fait sentir que tu ne l'es pas tant que ça, les gens ne se rendent pas compte comment ça peut blesser intérieurement, surtout quand tu aimes ce pays et que tu aimes ces gens et que tu aimes toute cette culture et que pour toi, tu es enfin chez toi, tu es rentré à la maison et qu'on te fait sentir que tu n'es pas à la maison. Les gens ne se rendent pas compte de la blessure que ça peut être. Mais est-ce qu'avant ces compétitions, tu venais déjà au Sénégal régulièrement ? Ouais. Par contre, ça aussi, je remercie quand même nos parents, mes parents pour ça, parce que finalement, voilà, ils ont toujours fait en sorte que le lien soit toujours là. Que le lien soit toujours là. Donc, on venait tout le temps au Sénégal. Ouais. On est généralement presque tous les 2 ans, on est souvent au Sénégal. Après, à la maison, de toute façon, on a une culture sénégalaise. Voilà, aujourd'hui, moi, ce qui me manque, c'est juste le Wolof, quoi. Mais je suis sénégalaise. Oui, tu es sénégalaise du S jusqu'au E. Et vraiment, sénégalaise. C'est ça, complètement. Donc voilà, et par contre, c'est vrai que quand je reviens à Dakar, le meeting et tout, et là, je dis non, en fait, c'est ce genre d'ambiance que j'ai envie de vivre. Parce que c'est vrai que quand on est en France, c'est pas pareil. C'est pas la même ambiance. Il y a vraiment cette chaleur. Je sais pas, c'est... Ouais, il y a une compétition, tu as des supporters qui sont ça, là. Voilà, c'est l'ambiance. Tu as des tam-tams, c'est festif. Exactement, tu vibres. Exact, c'est ça, tu vibres. Et là, je dis non, on peut toujours représenter le Sénégal, même pas moyen. C'est vrai que surtout dans ces compétitions jeunes en France, tu sais, à part les familles qui viennent regarder, tu vois, c'est calme, tout le monde est là en train de regarder. J'avoue que le choc culturel doit être... c'est exactement ça. Et donc ça, c'est ta première compétition au Sénégal ? Ouais, voilà, c'est ça. Je fais une meeting de Dakar. Et là, je me dis, bon, je vais faire les championnats. On me dit, il y a les championnats d'Afrique c'était en 2010, donc en l'été de 2010, au Kenya. Moi, je vais me qualifier, je vais y aller. Et là, du coup, je fais les démarches avec la fédération pour que je puisse obtenir ma double nationalité. Ouais. Et puis après, voilà, tout est lancé, quoi. Oh, les parents, ils ont dû être fiers. Ouais, ils étaient contents, ils étaient vraiment très contents, mais c'est vraiment... parce que c'est vrai qu'au début, je n'ai pas raconté cette petite histoire avant, c'est quand j'ai dit à mes parents que je voulais faire du lancer de marteau, mon père, hors de question, quoi. Non, mais en fait, parce que... Non, mais lancer de marteau, Non, mais Ami, attends. Un papa sénégalais, sa fille qui vient le voir, dit « Papa, je vais faire du lancer de marteau. » Non, ils comprennent pas. D'abord, il doit rigoler, dire « Ah, c'est bon, ta blague, elle est drôle et tout, mais... » Non, parce que c'est vrai que moi, je regardais tous les Jeux Olympiques avec mon papa à côté. Franchement, c'est mon papa qui nous a vraiment qui nous a donné en tout cas cette passion du sport. Ouais. Donc, je regardais les Jeux avec lui tout le temps. Et franchement, moi, la personne qui m'a inspirée, c'est Marie-Josée Pérec. Mais bien sûr. Vous voyez Marie-Jo, moi je dis je vais faire comme elle, je veux courir vite et bien tout. Sûr. Donc voilà, je partais pour être Marie-Jo, quoi. Marie-Josée Pérec, même les garçons, elle les a inspirés. Elle a inspiré toute une génération c'est impressionnant. Cette femme, elle est impressionnante. Impressionnante. Et du coup, voilà. Et mon père, donc il rêvait. En plus, il venait à l'époque me voir sur les compétitions d'athlétisme. Il rêvait que sa fille. Mais ouais. Et en plus, je gagnais tout le temps les compétitions. Donc je faisais du 120 mètres, je gagnais, je mettais des distances au fil derrière et tout. Non, je pensais que j'étais trop forte au sprint, parce que tu es dans ta petite Bretagne et tout va bien. Et après, du coup, je me rappelle, c'était pour les Jeux Olympiques de Sydney. Oui. Ils invitent les meilleurs athlètes par région. D'accord. Et les 2 meilleurs, du coup, il y avait une finale sur Paris, et les 2 meilleurs partaient. Ils étaient invités pour les JO de Sydney. D'accord. Donc, du coup, je me retrouve invitée. Je représentais la Bretagne. Ouais, donc, tu vas à Paris et tu rencontres toutes les autres athlètes. Et là, voilà. Et là, je vois l'ambiance, les Renois, les nanans. C'était trop bien parce que c'est vrai que quand tu es en Bretagne, en plus, j'étais. Il n'y avait pas beaucoup de jeunes filles africaines. Oui. Et donc, forcément, tu t'identifies. Là, je me dis, je m'identifiais vraiment à tous ces athlètes parisiens. Et là, on fait le 100 mètres. C'était 80 mètres, je crois. Et je me prends une... oh la honte. Je ne sais même pas si je termine pas dernière. Et c'était diffusé sur Canal+. Ah oui. Et on était c'était au Stade de France. Impressionnant. Et là, moi, je pensais que j'étais trop forte au sprint. Et en fait, non. Finalement, il y a des filles qui sont 2 fois, mais 3 fois, mais 4 fois plus fortes que toi. Et là, je me suis dit, bon, je suis peut-être pas si... Est-ce que c'est pas peut-être justement
t'étais tellement dans le moment et plus dans la compétition. Est-ce que c'est peut-être pas ça, même peut-être qui t'a déconcentré et qui t'a pas permis d'être performante? Non, franchement, elles étaient fortes. Elles étaient fortes. Non, elles étaient fortes. Franchement. J'ai été confronté un peu au même dilemme parce que, tu sais, moi, je jouais au basket en Charente-Maritime. J'ai fait équipe départementale, régionale. J'ai même fait les présélections équipe de France basket. Et je me rappelle, j'étais parti faire un tournoi Nike Hoops à Paris. Et tu vois, moi, j'arrive pareil. Je me dis, je suis trop fort, je gère tout. Et je suis arrivé au tournoi sur Paris. Ah non, j'ai vu que, non, il y a des gars, ils sont chauds, en fait. On les voit pas, mais ils sont chauds, tu vois. Et donc, non, je comprends très bien le sentiment. Ça, c'est le sentiment que tu remets, en fait, tu te remets en question. Et c'est là que je m'oriente vers les sauts, quoi. Ouais. Finalement, les sauts, j'étais quand même un peu plus forte. Et voilà, donc ça, c'était la petite parenthèse. Et donc voilà, du coup, retour au Sénégal. Et je fais les championnats d'Afrique. Et là, au championnat d'Afrique, franchement, je crois que je n'avais même pas regardé les athlètes présentes et tout. J'y vais. Et je ne savais pas, il y avait une lanceuse de marteau qui s'appelle Marwa, une égyptienne. Et en fait, c'est la championne en titre. Ça faisait 10 ans qu'elle était championne d'Afrique. Waouh! Voilà. Alors, du coup, c'est vrai que quand je la vois, donc moi, je découvre ça sur la compétition. Je dis, bah, OK, quoi, elle fait sa perf. Moi, je rentre dans ma compétition. Après, je suis une compétitrice. Et donc là, je la vois. En plus, elle a été impressionnante. Et puis moi, j'arrive vraiment... je suis très athlétique. Donc forcément, au niveau des lanceuses, j'avais quand même un gabarit... Oui, tu n'as pas le même gabarit. Voilà. Elles sont peut-être plus larges d'épaules, plus trapues. C'est ça, voilà, c'est ça. Et puis moi, je fais quand même beaucoup attention à mon apparence. Parce que je trouve que c'est important. Et puis c'est vrai que je ne fais pas une discipline qui était assez glamour. Et voilà. Et c'est vrai que moi, j'ai voulu apporter aussi cette petite touche. Donc je me rappelle qu'à l'époque, je mettais des petites jupes et tout. Voilà, je faisais quand même attention à mon apparence. Et là, donc du coup, quand je prends le Sénégal, j'avais des brassières. Attends, on va chercher sur YouTube. Hein. Non, parce que là, je ne suis pas sûre que ce soit... On va chercher, fais attention. J'en ai quand même. Et voilà, je faisais quand même attention. Donc c'est vrai, quand je suis arrivée, je pense que voilà, j'ai marqué ma petite empreinte. Tu as apporté ta petite touche personnelle. Et là, forcément, les gens ils commencent à regarder. En plus, c'était bien parce qu'au championnat d'Afrique, au Kenya, une compète incroyable. Et le stade, il était petit. Et il était peuplé. C'était incroyable. Et forcément, parce que le Kenya, c'est un monde... L'athlétisme, c'est vraiment le sport roi. Quoi. Et forcément, le stade était blindé. Et je me retrouve à lancer vraiment dans ce stade, autour de tout ce public. Franchement, ça m'a galvanisé. Oh là là, je suis partie. Et là, je commence mon concours. Bam, le marteau, il part. Et en fait, dès le début, je crois que j'ai perturbé la fille parce qu'elle, qui était la reine vraiment de la discipline, elle n'a jamais été... Il n'y a personne qui peut me tester, tout. Ça fait 10 ans que je gagne. C'est ça. Et elle, je pense qu'elle a... La Sénégalaise, là, non, c'est bon, elle ne va rien faire. Et en plus, elle regarde, elle est toute frêle et tout. Et la premier jet, pouf. Et là, ça l'a perturbée. Elle n'était pas prête à cette adversité. Et du coup, je mène au concours et puis je gagne. Voilà, ça continue. Et puis je me dis... Et là, je vois que... Je me rapproche de la fin du concours parce que c'est 6 jets. Et je dis, je vais être championne d'Afrique, quoi. C'est incroyable. Ça faisait 2 mois que j'ai appris la nationalité. Et là, je deviens championne d'Afrique. Ça a été incroyable. Donc, j'apporte la première médaille d'or au Sénégal. Première médaille d'or. Et c'était, en fait, on ouvrait la compétition. Donc, première médaille d'or, là... Je suis dégoûté, j'aurais voulu que tu m'amènes les médailles, les voir et tout. Ouais, c'est vrai, j'aurais pu m'amener mon marteau. Non, amener le marteau. Non, mais pour montrer, parce que j'aime bien mon marteau, je suis fière de mon marteau. Moi aussi, je suis compétiteur, j'allais vouloir le prendre ici sur le plateau, on commence à vouloir tourner, on allait casser les caméras. Donc, la première médaille au championnat d'Afrique, c'est toi. Dans l'histoire. Non, de la compétition. Ah, de la compétition, non, ok. Quand même, il y a d'autres... J'avais cru comprendre. Donc, tu vois, j'étais trop chaud. Là, moi, j'ai quand même sur mon siège la première, tu vois. Non, il y avait beaucoup d'athlètes. Par contre, au lancer de marteau. Oui. Lancer de marteau. Ouais. Non, moi, ça, je parle lancer de marteau. Ah oui, non, du lancer de marteau, complètement. Dans l'histoire du Sénégal, tu es la première. Ah oui. Donc, à vie, dans les livres d'histoire, tu seras la première médaille d'or lancer de marteau sénégalaise. Ouais, j'avais pas vu ça comme ça, mais c'est ça. Excellent. Waouh. Ouais. Donc, et tu vois, c'est marrant que tu dises que tu l'aies pas vu comme ça. Ouais. Parce que tu te rends compte, c'est dans l'histoire. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que demain, Inch'Allah, ceux qui viendront après toi, dans 100 ans, dans 200 ans, dans 1000 ans, Inch'Allah, tu resteras toujours le premier nom, la première. Ouais, c'est ça. C'est fou. Ouais, t'es la pionnière et la première. Ouais, c'est ça. Sauf que tu l'as fait 3 fois. Voilà.
C'est ça qui est encore plus fou. C'est que maintenant, la prochaine championne sénégalaise, elle va devoir le faire 3 fois. Exactement. Au minimum, pour être à ton niveau. C'est incroyable. Et quelle est la réaction de tes parents, de ta famille? Parce que tu viens de gagner une médaille d'or pour le Sénégal. C'est leur pays. Bah là, c'est vraiment de la fierté. Hein. Ouais. Mon papa, c'est de la fierté. Et puis surtout quand tu as l'hymne. Ouais. Sur le podium, tu as l'hymne, tu as le drapeau. Tu fais waouh, qu'est-ce qui m'arrive en fait? Qu'est-ce qui m'arrive? Et non, vraiment, ça doit être une sensation. Non, c'est dingue. Je ne sais même pas si on peut l'exprimer tellement que. Parce que tu vis vraiment tout ça intérieurement. Et c'est beaucoup de fierté. Et puis après, forcément, je reviens au Sénégal. Ouais. Je vais voir ma famille, donc à Kaolack. Ouais. Je vais voir mon grand-père, qui est décédé maintenant, qui est décédé. Et là, je vois que tout le monde, en fait, voilà, il y a tout la fierté, tout bien le quartier, sûr, tout le monde, je vois les caméras, tout le monde va m'accueillir avec la médaille d'or. Et là, je dis, ah waouh, je suis passée dans... C'est incroyable. Non, c'est incroyable. Ah non, incroyable. Et mon papy, il vient aussi avec... du coup, c'est un ancien intérieur sénégalais, et il vient avec ses médailles. Et ah ouais, donc vous, le sport, c'est vraiment dans la famille. Ouais, maintenant, il vient avec ses médailles de tirailleurs sénégalais. Ok. Et il vient avec ses médailles et puis en fait on pleure quoi parce que je me dis non, cette scène elle est juste dingue et voilà, et tout le monde est fier quoi, et c'est là je dis non, en fait j'ai bien fait. J'espère que tu as toujours les images de tout ça et tout. Mais c'est ça, c'est que on n'était pas à l'époque avec les téléphones là. Même la... Il y avait de la caméra, je sais même plus, mais je crois que je retrouve ça. Je pense que c'est ça, la télé nationale, vu que c'est, à mon avis ça doit être la télé nationale qui a dû couvrir ça. Kaolack, c'est je pense des chaînes. Tu dois pouvoir retrouver, ça serait même pour toi à titre personnel, vraiment. retrouver ces images là, ça serait dingue. Ça serait... Ah non, j'imagine. Là, tu m'as donné la chair de poule. J'imagine l'hymne national dans le stade. Tu es debout et tu vois le drapeau du Sénégal qui se lève et tu sais que c'est pour toi. Et c'est toi qui as réussi ça. Ça doit être... C'est incroyable. Incroyable. Et forcément, ça réveille en toi cette envie d'aller encore plus loin. Quoi. Je dis, en fait, je peux vraiment faire du haut niveau. Parce que je ne pensais pas. Je me dis, de toute façon... Ça, parce qu'une fois que tu as gagné cette compétition, tu te dis, je peux aller au championnat du monde. Exactement. Je peux aller aux Jeux Olympiques. Exactement. Et alors là, c'est là que ça a réveillé mon envie... compétitrice. Voilà, complètement. Et là, je me pose. Et on est en 2010. Ouais. Dans 2 ans. 2 ans plus tard, c'est les Jeux Olympiques de Londres. Ok. Et là, je termine, je suis en même temps chez Danone. Qu'est-ce que je fais? Dilemme. Je continue. On me propose en plus un bon poste. Mm-hmm. Est-ce que je continue ou est-ce que je continue pas? Et je me rappelle à l'époque, je parle avec mon boss. Nicolas. Du coup, j'étais chez Blédina. Et j'en parle et tout. Et il me dit, quand même, c'est quand même une occasion unique d'aller faire les Jeux Olympiques. Dans la vie, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent dire que je peux tenter. Ouais. Et je rencontre à ce moment-là le DG de Blédina. Je parle aussi de cette envie de faire les Jeux Olympiques. Et ils me disent, mais tu peux partir. Et puis si tu veux revenir, tu reviendras. Oh. Et donc là, je dis, OK, j'arrête. Ouais. La décision est prise, je vais faire les Jeux Olympiques. Et donc, les Jeux Olympiques, c'est 2 ans. Tu as 2 ans de préparation. 2 ans de préparation. Je sais que ça allait être dur financièrement parce que ça a été une galère financièrement. Mais après, j'ai quand même eu le soutien de mon club, le soutien de ma ville, de Rennes, et de la fédération aussi sénégalaise. Et puis, me voilà partie pour les... c'est marrant parce que donc, la ville de Rennes, malgré que tu représentes le Sénégal, t'aide dans cette aventure-là. Parce que tu restes une enfant quand même de la ville. C'est ça. Et puis en fait, je les ai toujours sollicités. À l'époque, je me rappelle, je devais faire les... Parce que voilà, avant, moi, j'ai voulu faire une école de commerce et je n'avais pas les moyens de payer. J'ai vraiment pas les moyens. Donc je fais la première année. Je me rappelle, j'étais la seule élève boursière et tout. J'étais dans un autre milieu. Je sortais de mon quartier de Rennes, parce que vraiment dans les cités. J'arrive à Bordeaux, Bobo et tout, école de commerce. Je n'étais pas du tout dans mon univers. Et là, je pensais que j'étais une des seules athlètes élèves boursières et tout. Donc, ma première année, elle était un peu dure. Ouais. Et c'est vrai que là, quand même, je remercierai toujours. En fait, moi, j'ai été... donc, la Mindiata, c'est mon cousin. Du coup, j'ai été... j'ai fait mes études et j'étais hébergée chez eux. D'accord. Chez la Mindiata. Et du coup, ça m'a beaucoup aidée. Parce que du coup, j'avais pas de logement à prendre et tout ça. Ouais. Puis tu avais quand même des repères, tu n'étais pas tout seul. J'avais des repères, j'avais une famille. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment, chaque fois je dis, c'est quand même grâce à lui, à sa famille, qu'aujourd'hui, j'ai pu en tout cas réussir mon parcours sur Bordeaux. Et là, je me rappelle, donc je fais une année, mais après 1 an, je n'avais plus d'argent. Parce que l'année, c'était 6 000 € par an et tout. Je dis, mais comment je fais? Et là,
Donc, la seule possibilité, c'est d'être accompagnée par la ville. Donc là, j'étais athlète française. Ils accompagnent les athlètes de haut niveau. Je rentrais sur les listes d'athlètes de haut niveau. D'accord. Donc, pour rentrer sur ces listes-là, il faut que je fasse des championnats d'Europe. D'accord. Et là, je prends une décision, j'arrête l'école. Donc, au bout de la 2e année, je vais voir mon école. J'ai dit, je suis obligée de faire une année sabbatique. Je ne peux pas continuer. Faut que je trouve de l'argent pour continuer mes études. Et là, du coup, ils me disent, on te laisse. Ils ont accepté mon année sabbatique. Et pendant cette année sabbatique, j'avais 1 an, quelques mois, pour faire les minima, pour faire les championnats d'Europe. Et en faisant les championnats d'Europe, je revenais dans la liste d'athlètes de haut niveau. Et c'est ça qui m'a permis après de continuer mes études. D'accord. Donc, j'avais pas le droit à l'erreur. D'accord. Franchement, j'avais pas le droit à l'erreur. Pression de fou. Ouais. Et finalement, je réussis. Voilà. Donc, j'ai toujours sollicité quand même la ville. Ouais. Donc, j'allais à l'époque... Donc, tu avais une relation quand même avec les gens de la ville. Oui, parce qu'ils vraiment, ils soutiennent les athlètes de haut niveau. Et du coup, moi, j'allais vraiment avec mon dossier. Je faisais vraiment mon dossier de sponsoring. C'est vraiment un dossier de sponsoring. J'allais. Mais surtout qu'en plus, tu étudies dans le domaine et tout. Finalement, quand je vois où j'en suis aujourd'hui, tout ce que j'ai fait auparavant, je le comprends maintenant parce que je fais encore la même chose. C'est faire des dossiers. Et c'est aller devant les personnes, présenter mon projet. Voilà, j'ai besoin de tant d'argent, qu'est-ce que je peux vous apporter, et voilà. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont cru en moi, ils m'ont accompagnée. Et malgré que, finalement, j'étais athlète sénégalaise à l'après, je n'avais plus forcément droit à tout ça, mais ils ont continué à m'accompagner. C'est beau de leur part. Ouais, c'est top. Et puis, il y a eu la bourse olympique aussi, donc, par le comité olympique sénégalais. Donc voilà, tout ça a fait que j'ai réussi à construire le projet. À construire le projet. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu de la survie quand tu es athlète. Parce que finalement, la bourse olympique, c'est pas énorme. Donc tous les mois, je ne sais plus, c'était peut-être 800 € par mois. Et voilà, donc tu as ça pour préparer pour les Jeux olympiques. Puis j'imagine que surtout les niveaux des bourses, selon le sport que tu fais, n'est pas le même. Si, c'est la même. Par contre, ils sont juste sur ça. Ouais, non, ça c'est juste, heureusement. Heureusement, parce que tout le monde est... Ouais, non, c'est ça, parce que tu vois, inconsciemment, comme je ne suis pas dans le domaine, comme malheureusement ça arrive souvent dans beaucoup de sports, je me suis dit peut-être que, tu vois, les coureurs de 100 mètres n'ont pas les mêmes bourses que justement ceux qui font du lancer de marteau. Mais c'est bien que tu dises que tout le monde a à peu près les mêmes... Ouais, non, on a la même bourse. Après, la différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est des sponsors. Un sprinter va être plus facilement accompagné qu'un lanceur. Et c'est là où aujourd'hui, moi, après tout ça, je suis venue aussi au Sénégal et je me suis dit, de toute façon, le Sénégal doit m'aider. Et puis, j'ai commencé à démarcher les sociétés sénégalaises pour trouver des sponsors. Mais aujourd'hui, si j'avais été athlète, ça aurait été complètement différent, parce que maintenant, je suis implantée. Alors que là, je venais... Je cherchais des sponsors et je repartais en France. Tu ne vivais pas ici. Je ne vivais pas ici. Donc, tu n'avais pas forcément le réseau, tu ne connaissais pas forcément les bonnes personnes. Tu arrives, personne ne te connaît vraiment. Comme tu dis, en plus, tu es dans une discipline où ce n'est pas la discipline qui est la plus médiatisée et tout. Donc, effectivement, c'est sûr que c'est difficile, malgré tes résultats, parce que c'est ça qui peut-être doit être en plus frustrant quand tu cherches des sponsoring, c'est que tu dis, mais attendez, j'ai gagné. Ouais, c'est ça. Regardez, j'ai gagné, je vous ai montré que je suis performante. L'ex-championne, ça fait 10 ans qu'elle est là, je l'ai battue. Aidez-moi, je peux peut-être amener le Sénégal encore plus loin. Et c'est vous que ça doit être, c'est sûr, frustrant. C'est difficile, en plus, le sport individuel et accompagner des sportifs individuels, c'est différent. C'est difficile c'est difficile. Et je me rends compte, en fait, que c'est pas dans la stratégie des sociétés. Ils veulent plus accompagner du foot. Voilà, forcément, la visibilité elle est plus grande. Elle est plus forte. Et aujourd'hui, dans ce de marteau, voilà, peut-être si tu rentres dans un projet RSE, peut-être maintenant, tu rentres plus facilement dans un projet RSE en tant que femme. Voilà, j'aurais peut-être trouvé d'autres financements. Mais à l'époque, non, j'ai cherché, j'ai tout fait, donc pas de moyens. Donc je dis, de toute façon, il n'y a pas le choix, il faut aller faire des petits meetings. Ces meetings, tu gagnes des petits gains. Et puis après, tu espères qu'il y a vraiment un réel accompagnement de l'État. Et c'est vrai que après, on peut aller, là, je vais peut-être partir encore dans tous les sens, mais quand je me rends compte que des années après, presque 10 ans après, les athlètes se retrouvent toujours dans la même situation. Ça n'a pas du tout évolué. C'est ça que j'allais te poser comme question, parce que tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit que quand tu as gagné, certes, il y avait des télés qui ont couvert le fait que tu es rentré, mais tu l'as dit, mais il n'y avait pas encore les réseaux comme maintenant. C'est ça que j'allais te demander. Est-ce que tu penses que s'il y avait eu les réseaux, par exemple, que quand tu gagnes ta première médaille d'or, ta deuxième médaille d'or, ta troisième médaille d'or, que tu es 3 fois championne d'Afrique, tu vois, et que des réseaux couvrent ça, qu'aujourd'hui tu es capable même par toi-même de narrer ton histoire sur tes propres réseaux et tout, est-ce que tu penses que ça t'aurait peut-être plus aidé à avoir des sponsors aujourd'hui, si c'était dans cette ère d'aujourd'hui,
ou est-ce que ça serait toujours pareil? Non, je pense que les réseaux quand même aident beaucoup parce que forcément ça t'apporte, voilà, c'est d'autres arguments que tu peux donner en termes de visibilité. Si tu as une belle communauté sur les réseaux sociaux, c'est toujours des choses en plus que tu peux apporter aux sociétés. C'est vrai qu'il y a vraiment, l'athlète a tout intérêt aujourd'hui à communiquer vraiment à fond, à utiliser vraiment tous ces outils qui existent. Et c'est vrai qu'on voit souvent sur LinkedIn, je vois beaucoup de profils d'athlètes qui passent, surtout au moment des Jeux Olympiques. Et du coup, ils ont des demandes assez originales, assez créatives pour justement faire appel à des sponsors. Parce que je me rends compte que voilà, les demandes sont toujours là. Le besoin est toujours aussi présent parce que c'est pas facile. Le sportif individuel galère quand même. Hein. Il galère. Ouais, non, c'est sûr. En plus, si tu as un sport qui est moins médiatisé qu'un autre, en course, ça va être encore plus difficile. C'est compliqué. Et j'ai envie de faire même un petit clin d'œil à Mendy, François Mendy, qui s'est qualifié pour les Jeux Olympiques. C'est vrai que c'était le premier athlète à se qualifier pour les Jeux Olympiques. Et puis, il n'est pas accompagné, il n'a pas de partenaire. Donc, juste là, récemment, il y a Décathlon j'ai vu, de l'accompagner. Et c'est vrai qu'ils m'ont sollicité aussi. Ils m'ont demandé est-ce que je pouvais les aider je pouvais les accompagner. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'athlètes qui me sollicitent maintenant pour justement les accompagner un peu dans leur carrière. Parce que c'est sûr que ces athlètes, quand ils savent aujourd'hui déjà que toi, tu as été athlète, donc ils savent que tu comprends par quoi ils traversent, et surtout quand ils savent que tu as en plus étudié dans le domaine du sponsoring et tu connais ces réalités-là, c'est sûr qu'ils doivent toquer à ta porte en te disant « Ami, si tu peux me donner un coup de main. » C'est ça, puis en étant au Sénégal, j'ai un réseau maintenant qui se développe. Et c'est vrai que je réfléchis à comment pouvoir les accompagner. J'ai envie. Hein. Aujourd'hui aussi, je me dois. Oui, tu as envie de rendre. J'ai envie de le rendre parce que c'est vrai que, après l'athlé, logiquement, tout le monde me demande pourquoi je n'ai pas fait d'association, pourquoi je ne suis pas dans le social, pourquoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne me sentais pas capable parce qu'en tant qu'athlète, j'ai tellement donné, tellement souffert, finalement, parce que chercher, c'est épuisant. Qu'après l'athlétisme, je me suis dit, maintenant, j'ai envie un peu de gagner de l'argent, j'ai envie d'avoir construire ta stabilité. Ma stabilité financière. Donc, c'est passé par la création de société. Donc, je me suis d'abord concentrée sur mes projets professionnels. Il fallait que j'ai une stabilité financière. Et après, je sais que ça, c'est quelque chose qui viendra arriver, viendra avec le temps, parce que j'ai envie de le faire et j'ai envie d'accompagner. Et Dieu merci, aujourd'hui, je gagne bien ma vie avec ma structure, en tout cas. Et je me suis toujours dit, de toute façon, je vais arriver à sponsoriser. Je finirai par sponsoriser, en tout cas, des athlètes avec ma structure, Sensen, ou en trouvant peut-être des partenaires. Mais ça, c'est quelque chose que je vais arriver par le... franchement, c'est en projet. C'est en projet, j'ai envie de le faire. Non, je sais que tu vas y arriver parce que je sais que tous les projets où tu te lances, non, mais voilà tu y vas. Mais le problème, j'ai trop de projets et je ne peux pas tout faire, donc il faut prioriser. Non, mais c'est important ce que tu dis. Il faut le faire. Là, tu te concentres sur ton projet d'abord de toi personnel pour pouvoir le faire bien parce que finalement, ça ne servira à rien que tu le fasses à moitié ou à un quart et que finalement, ça soit un projet qui tombe à l'eau. Donc, il vaut mieux d'abord structurer toutes tes bases, tes fondations pour pouvoir le faire bien après. Donc, tu te lances dans cette préparation des JO. Finalement, est-ce que tu y vas? Complètement. Alors du coup, je me rappelle encore Angers. Donc franchement, c'était une petite note encore. Je refais le championnat de France. Tu me donnes la chair de poule. C'est-à-dire que, mais tu sais, moi, en tant que sportif, j'imagine toutes les sensations que ça doit être. Et puis, c'est très dur les minima pour les Jeux Olympiques parce que en fait, à la recherche d'une performance. Donc forcément, tout ce que tu fais, si tu ne fais jamais cette performance, tu vas faire 2 cm en dessous. Ou 3. Et c'est ça en fait. Et c'est dur. Donc juste pour que les gens comprennent, pour les minima, pour les JO, tu devais faire quelle distance À l'époque, je devais faire 69 mètres. Tu devais lancer le marteau à 69 mètres. Voilà. Et c'était pas du tout mon... Donc, il fallait faire mon record. Et pour les gens qui ne comprennent pas, ça pèse combien 4 kilos. 4 kilos. Donc, tu dois lancer cet objet de 4 kilos à 69 mètres. C'est ça. Et puis après, il faut se dire que si tu fais plus de 70 mètres, tu es généralement en finale olympique. Quoi. D'accord. Vraiment, tu rentres dans... C'est bien 70 mètres. Et c'est très bien 70 mètres. Non, c'est bien. Et du coup, là, tu te dis, faut que je fasse 69 mètres, il n'y a pas moyen. Donc, franchement, tu cherches à te perdre, tu vas à la compétition, tu vas faire 60 mètres 50, 60 mètres, non. Et tu vois que tu es toujours Tu es toujours proche. Et non, c'est dur. Hein. Et c'est comme ça pour tous les athlètes, quoi. Cette recherche de perf, c'est minima. En tout cas, maintenant, ça a un petit peu changé. Il y a une histoire de ranking et tout. D'accord. Mais en tout cas, nous, à l'époque, c'était ça. Donc, il fallait faire les minima. Il y avait les minima A et les minima B. Les minima B, ça suffisait, 69 mètres. Et tu es à la recherche de cette performance, des compétitions. Il faut choisir les bonnes compétitions. Ça, j'avais demandé comment ça se passe. Parce que ça veut dire que quoi? Ça veut dire que
quand tu vas dans une compétition, si tu réussis cette performance, tu es qualifié direct ou c'est certaines compétitions spécifiques où il faut faire cette performance? Il faut faire la perf, n'importe quelle compétition. D'accord. Si tu arrives à le faire une fois sur une compétition, tu es éligible pour partir au JO. C'est ça. Moi, en tout cas, les conditions avec le Sénégal, fais ta perf, tu es qualifié. D'accord. Et là, tu vas chercher cette performance. Et là, une des dernières compétitions, championnat de France. Et là, je fais bon, il n'y a pas le choix, c'est maintenant, quoi. Parce qu'il ne restait plus beaucoup d'échéances. Après, c'est les jeux. Et là, je lance. Et puis, à un moment donné, il y avait ma sœur, ma famille, ils étaient à la ligne, en fait, à 69 mètres. Je les vois de loin. Et là, je sens que le marteau, il part. C'est ça, parce qu'en tant qu'athlète, tu le sais que là, là il est parti, il y a quelque chose. C'est ça. Et le marteau, il part. Et là, je regarde ma famille avant de regarder la perf. Je regarde mon coach, ma famille. Et je vois tout le monde. Waouh! Et là, tout le stade m'a entendu. Hein. J'ai crié dans tout le stade. J'ai sauté partout. J'ai couru partout et tout. Et non, tout le stade m'a entendu. Je me qualifiais pour les Jeux Olympiques. En fait, c'était une délivrance par toutes les étapes par lesquelles je suis passée. Parce que c'est 2 ans. C'est 2 ans de préparation. Et puis, en fait, c'est aussi... j'ai fait un choix. Parce que j'ai fait le bon choix. J'ai fait le choix de me préparer pour les Jeux Olympiques. Donc, j'ai pas le droit de me louper. Donc, forcément, tu as une pression supplémentaire. Tu as toute cette pression de 2 ans qui sort sur la victoire de ce jet. Voilà, c'est ça. Et là, voilà, c'est parti. C'est parti. L'aventure Jeux Olympiques est partie. London. Et c'est parti, quoi. Non, mais c'est incroyable. Et là... Waouh! Donc, tu es rentré dans le stade avec la délégation porte-drapeau, tu as fait la cérémonie d'ouverture. Ce qui se passe quand tu rentres... En plus, ce qui est sympa, c'est que les athlètes sénégalais, on a souvent la cote parce qu'on est beau. Franchement, on a des belles tenues. Franchement, les tenues qu'on nous a faites, donc forcément, tu as tout le monde qui s'arrête, des Américains. Et là, tu marches avec tout le monde. Et tu vois que nous, derrière nous, il y avait la Serbie. Parce que du coup... et là, je me retourne comme ça et je regarde, je dis, mais c'est Djokovic. Oh là là. Qui est derrière et tout. Il est à côté de moi. Non, je dis, c'est trop. Et là, je en fait, tu veux pas faire trop la groupie parce que tu es aussi athlète. Tu es athlète, tu es en compétition. Tu es en compétition, il faut faire genre tout. Mais franchement, je dis, vas-y, Djoko et tout. Donc non, c'est ça, en fait. Et c'est ça, la magie, en fait, des jeux. Et finalement, après, tu marches. Bon, je me rappelle de 2016, on voit toute l'équipe des États-Unis, les Américains. Basket, voilà. Et là, je connaissais pas. Mais là, je savais que c'était des stars et tout. Et je me rappelle très bien de... Et du coup, j'ai pris toutes des photos. Et tout le monde m'a dit, mais tu te rends compte avec qui tu étais sur les photos? Et je ne vais même pas te dire non, parce que j'ai oublié. Surtout, moi, fan de basket, fais attention à ce que tu vas me dire. Non, mais par contre, c'était dingue. Non, mais dingue. Et en fait, tu te rends compte que tu es là, quoi. Et puis, tu es surtout à Londres, par exemple. On est dans le bâtiment avec Usain Bolt. Wow. Les Jamaïcains, ils étaient juste au-dessus. Wow. Donc, en fait, tu sens le... Toi, en fan d'athlétisme, tu sais qui ils sont. Tu sais, mais par contre, tu fais... on est normal, tu peux pas vraiment... On est pareil, on est au même rang. Ouais, en fait, on est dans le village olympique, on est avec tous les athlètes du monde entier. Donc, c'est comme ça. Donc, à la fin, tu t'habitues à tout ça. Et donc, tu as Usain Bolt, donc tu viens un peu les mouvements de toute l'équipe jamaïcaine. Tu sens quand les Jamaïcains ils gagnent, parce que c'est une ambiance de fou. Et c'est sympa parce que tu amènes ta famille. Donc, tout le monde vit un peu ces jeux-là. C'est dingue, c'est dingue. Et je me rappelle quand je vois les sœurs Williams, parce que c'est vrai que tu as des stars. Mais tu as des stars des stars. Oui, donc, les stars des stars, c'est Bolt. Bolt, c'est la star c'est la star des JO de Londres. Des JO. Oui. Les sœurs Williams aussi, quand elles arrivent dans le village olympique, incroyable. Et l'équipe de basket américaine. Ça, c'est fou. Tu sens quand ils sont là. Ah non, mais c'est... Et puis, de toute façon, ils n'étaient pas là. Les Américains, les basketteurs, ils n'étaient pas là parce qu'il y aurait une émeute à chaque moment. Comme Bolt, il vient manger au début, mais à la fin, il a arrêté de manger. Parce qu'en en fait, tout le monde s'arrêtait. Même les personnes qui travaillaient dans le répertoire, tout le monde s'arrêtait pour aller voir Bolt. Donc, non, c'est particulier. Quelle expérience. Et les sœurs Williams, pareil. Et là, je les vois. Ah, mais là, je cours. Là, je vais les voir, je prends une photo et tout. Non, mais elles sont impressionnantes. Ah non, mais j'étais fière. Ah non, c'est... Non, Londres, c'est... Les Jeux Olympiques, c'est... Oui, non, c'est les Jeux Olympiques. C'est les Jeux Olympiques, c'est indescriptible. Pour un athlète, c'est... Non, c'est... Ah, t'as atteint ton... Voilà. Et quand tu rentres, parce que bon, là, il y a la cérémonie, il y a tout le hype, tout ça, ok, c'est bon. Mais aussi, quand tu dois enfiler ta tenue Sénégal, rentrer dans le stade pour rentrer dans la compétition, ça doit être quelque chose. C'est un autre sentiment, parce que là, maintenant, autant il y avait la cérémonie où c'est vraiment la fête. C'est la fête. Là, c'est la compétition. Là, tu vas chercher la médaille. Tu rentres dans la compétition, tu vas représenter ton pays. C'est une autre pression. Franchement, c'est une autre pression. Et puis, ce stress de réussir. Parce que tu sais que là, les exigences sont tout autres. Et puis, tu as envie de faire une finale olympique. Oui, bien sûr. Tu as envie de vivre jusqu'au bout, l'aventure. Tu as envie de vivre jusqu'au bout. Et là, c'est dur. Hein. Et puis, le lancer, c'est 3 jets. Tu as 3 jets. Si tu es dans les 8 meilleurs au bout de 3 jets, tu continues ta finale. D'accord.
Et là, c'est autre chose. Et forcément, moi, je fais ma compète, donc je passe pas. Mhm. Je fais pas les 3 jets. Et là, je finis les jeux et je voulais plus parler à mon coach. Mhm. Je voulais plus. J'ai dit, en fait, à un moment donné, si tu veux réussir, aller. Parce qu'en fait, tu sens que tu peux, c'est possible d'aller chercher une médaille. En vrai, c'est possible. Ouais. Et aujourd'hui, tu es à plus de 70 mètres, tu peux au moins aller la chercher, cette médaille. Mais tu sais que pour aller à ce niveau-là, tu as besoin d'autres moyens. C'est un autre cap. Ouais. Et voilà, je dis, si je dois aller là, il va falloir d'autres moyens. Et c'est ça, le blocage après. Ouais. Où c'est compliqué parce que tu as besoin de d'autres moyens financiers. Tu as besoin d'autres structures pour t'entraîner. Tu as besoin de... Effectivement. Un vrai accompagnement, une vraie préparation qui est vraiment tout autre que... Oui. Parce qu'à ce niveau-là, chaque détail compte. Exactement. Que ce soit la nutrition, le repos, le matériel, tout ça compte. Ouais. Et c'est là où tu vois la différence entre justement les différentes fédérations. Et là, tu es dans le haut niveau. Et en fait, c'est vrai qu'avec le Sénégal, en tant qu'athlète, tu te préoccupes de beaucoup de petits détails. Est-ce que pourquoi mon coach n'est pas là? Pourquoi il n'y a pas l'accréditation là? Et en fait, toi, tu sors déjà de ta compétition, alors que tu vois que les athlètes les autres, à côté, ils sont vraiment que dedans. Focus, tu vas, voilà. Et c'est là où il y a besoin quand même... quand on va aux Jeux Olympiques, c'est pas juste aller aux Jeux Olympiques. C'est vrai que des dirigeants, ils viennent, mais à un moment donné, tout doit être aussi précis. Tu sais, c'est pas à toi de regarder à quel moment je dois aller prendre la navette pour aller m'entraîner, comment je vais faire ci. En fait, tu dois réfléchir à toute cette logistique, c'est pas à toi de le faire. Et d'autres athlètes, eux, ils vont être focus sur... Donc, c'est ça qui est un peu dommage. En tout cas, j'espère que ça va s'améliorer avec le temps. Et... forcément, ça va s'améliorer avec le temps. Plus on va avoir des athlètes qui vont y aller, plus les choses vont évoluer. Et puis, tu vois, c'est vrai qu'on est en compétition avec des pays qui ont forcément des moyens aussi qui sont plus importants à mettre dans le sport et tout. Donc, c'est sûr que ça doit être difficile pour les dirigeants. Parce que je me dis... Je connais pas ce milieu-là, tu vois, mais je me dis, les dirigeants, je suis toujours partisan c'est des gens de bonne foi qui ont envie d'amener le sport et d'amener ces athlètes au meilleur niveau. Donc, des fois, c'est peut-être qu'ils n'ont pas tout ce qu'il faut entre les mains pour le faire. Donc, mais quelle expérience ça a dû être. Vraiment, quelle expérience ça a dû être. Donc, tu fais les JO. Les JO se terminent. Est-ce que tu avais déjà fait tes 3 championnats d'Afrique avant les JO que tu as remportés ou tu continues le sport après les JO? Du coup, après les JO, c'est tellement bien. En fait, je me suis dit, je fais un jeu et puis c'est bon, quoi. J'ai fait les Jeux Olympiques. Que tu as envie de le refaire. En fait, je me dis non. Il reste 4 ans. Il y a des 2016. Rio en plus. Non, mais Rio, j'ai obligé de jouer à Rio. Obligé de jouer à Rio. Et là, je me dis, j'ai envie de refaire les Jeux Olympiques. Et mais je me dis, est-ce que tu es prête? Parce que tu repars dans 4 années de galère. Et pendant ce temps-là, ce qui n'est pas facile, c'est que tu vois tes copines. Tes copines qui commencent à se marier, qui commencent à acheter leur premier appartement. Parce que voilà, c'est un peu la petite logique. Bien sûr. Et toi, tu es là. Et tu es d'une famille sénégalaise. C'est ça. Où on commence à te dire, mais Ami, il faut commencer à te marier. Hein, mais ça va, mes parents, ils sont pas trop... Ouais, ça va. Ok, d'accord. Ils comprennent quand même. Moi, j'ai pas eu trop cette pression un peu sociale là, sur ça, parce qu'ils comprennent que moi, je suis un peu la fille... t'as ta carrière, t'as quelque chose... Ok. Mais voilà, donc tu te dis, si je vais jusqu'à 2016, donc ça sera à 30 ans, quoi. Il se passe beaucoup de choses quand même à 30 ans. Et puis, du coup, c'est 4 années où je mets vraiment... Tout entre parenthèses pour le sport. 4 années, c'est long. Hein. C'est très long. C'est très, très long. Hein. Mais je sais pas, je me dis non, j'ai envie d'aller à Rio, quoi. Donc, on parle avec mon coach. Et puis, on réfléchit vraiment à ce projet, quoi. Ce projet d'aller au jeu. Et là, par contre, c'est bien, j'ai fait les premiers Jeux Olympiques. J'ai qualifié, j'ai participé, c'est génial. Mais en fait, si je pars à Rio, c'est pour chercher une médaille. Ah oui. Voilà, j'ai pas envie de faire encore de la figuration. Et donc voilà, là, je repars dans 4 années, très très longues, très dures, franchement hyper dures, très dures. Et Danone, qui t'avait laissé la porte ouverte, tu leur dis je continue l'aventure, j'y retourne ou tu... Non, j'ai même pas. En fait, j'ai laissé, je suis partie dans mon truc. Et puis c'est là après que mon envie aussi d'entreprendre a commencé à naître aussi avec mon frère. Et du coup, je me suis dit, en parallèle, parce qu'en parallèle, on va lancer notre société au Sénégal. Et du coup, donc, c'est ça qui m'a un peu... Voilà, ça m'a occupée aussi pendant les 4 ans. Pendant mes 4 années.
Et là, donc, avec mon frère, on se dit, bah, vas-y, on veut faire quelque chose au Sénégal. Donc, on se dit, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire au Sénégal? On vient de Bretagne, on n'a qu'à faire des crêpes, quoi. On lance dans des crêpes. Il y a des, voilà. Donc, après, je dis, enfin, je suis pas sûre qu'on devienne riche avec des crêpes. Donc, changement de projet. On se dit, bah, attends, des boulangeries. Ça marche dans le monde entier. Vas-y, viens, on se lance dans la boulangerie. On n'est pas du tout boulanger. Mon frère, il part au Sénégal. Donc, lui, il va repérer un peu les opportunités. Et moi, je reste en France. Je fais les salons de la boulangerie. Pour essayer de voir le budget, quoi, combien ça nous coûte et tout. Et mon frère arrivé... Déjà, je me rends compte... Ça, c'est pendant que tu te prépares dans les 4 ans pour les JO. En même temps, tu essaies de monter un business avec ton frère au Sénégal. En fait, moi, il y a un truc que j'adore. J'adore monter les dossiers, là, les business plans et tout. J'adore. Donc, je fais ça. Tu fais partie des rares personnes que je connaisse comme ça. Ah ouais, moi, j'aime bien. Et du coup... je déteste. Ah non, moi, j'aime bien monter les dossiers et tout. J'aime bien, en fait, les projets. J'adore les projets. Donc, du coup, je suis toujours là à écrire. Parce que vu que je suis dans ma bulle, vraiment, je suis dans ma bulle. Hein, et je vois pas beaucoup, je sors pas beaucoup, moi. Je suis vraiment dans ma bulle. Et mon meilleur ami, c'est vraiment mon ordinateur. Donc, je suis toujours avec mon ordi. Et voilà, chez moi, voilà la vie que je mène. Et c'est toujours présent. Donc, ton frère va sur le terrain. Toi, tu vas faire les salons et tu montes le dossier. On essaye. Et là, je dis, mais en fait, ça, il faut beaucoup d'argent quand même. C'est chaud. Là, comment on va faire? Et arrivé au Sénégal, lui, il va à l'APIX. Il rencontre un monsieur à l'APIX. Et il lui dit, mais vous faites quoi? Mon frère, à la base, il était maçon. Il était de la maçonnerie et tout. Il construisait des maisons en France. Et le monsieur, il dit, mais en fait, restez dans votre... Vous avez une expertise qui est le bâtiment. Il y a des besoins dans la construction sénégalaise. Il faut rester là-dedans. Je vous conseillerais de rester dans votre domaine. Mon frère, il m'appelle, il me dit, on m'a conseillé de rester rester dans la construction. Mais là, tac, de ma tête, je dis, ah mais ouais, carrément et tout. Bah oui, bonne idée. C'est vrai que nos parents, ils ont toujours eu des galères à construire à l'étranger. Donc, ils envoyaient toujours l'argent à la famille. La construction, elle n'avance pas, ou des malfaçons et tout ça. Et il y a un besoin. Tous nos tontons de France, tout le monde essaie de construire au Sénégal et on entend tout le temps des problèmes. Et là, je dis, ça, je crois qu'il y a quelque chose à faire. On va devenir les constructeurs des expats, de toute la diaspora, on va dire. Des répats. Voilà, c'est ça, des répats. J'ai toujours du mal avec ce terme. Moi aussi. Tous ceux qui ont pour ambition de rentrer un jour au Sénégal, vous allez construire leur immeuble, leur maison. Exactement. Donc, les tontons, d'abord, ça commence par les tontons, les tantas. Donc, on a dit, on va devenir le constructeur de confiance au Sénégal avec, on fait le suivi de chantier de A à Z, avec toute la transparence, le projet et tout. Donc, on commence, on essaie de convaincre des tontons. C'est pas facile parce que maintenant, convaincre nos tontons de donner de l'argent pour construire leur maison au Sénégal. Oui, surtout qu'à ce moment-là, vous n'avez pas d'expérience encore. Pas du tout. C'est ça. Donc, on est là de confier-nous notre argent, on va construire pour vous au Sénégal. Non, mais c'est bien, vous êtes gentils, mais bon. Et finalement, on a un tonton vraiment qui nous fait confiance. Et franchement, c'est grâce à lui qu'on a lancé notre société. Et aujourd'hui, il est décédé. Et voilà, la fin de sa construction quand même. Mais bon. On construit sa maison, il nous fait confiance. Et à partir de ce moment-là, ça a commencé. Et je me rappelle, du coup, c'est ma prime des Jeux Olympiques de Londres que j'ai eue, qui nous a permis de financer notre première bétonnière. Wow. Voilà, c'est ça un peu l'histoire. Donc cette fameuse prime, parce qu'à chaque fois, on demande de l'argent pour nous accompagner, on nous l'avait donnée après la compète, pendant la compète. Et du coup, cette prime-là, je l'ai utilisée pour lancer la société. Wow. Donc Moussa, je dis, on a la bétonnière, on a tout. Et mon frère, il dit, OK, on y va. Il prend sa Laguna. Il y avait une Laguna, là, et il part de Rennes jusqu'à Dakar en voiture. Et nous voilà partis pour lancer notre société. Il fait Rennes-Dakar en voiture. Voilà, avec sa Laguna. Voilà, tellement on était déterminés. Déterminés et tout, et c'est parti, quoi. Donc lui, il est là. Mon frère, il a souffert. Hein. Moi, j'étais là, ouais, mais t'inquiète, moi, je me prépare pour les Jeux Olympiques et tout. Et lui, je l'ai emmené au charbon. Donc, je me rappelle. Donc lui, il quitte Rennes. En voiture, il arrive à Dakar. Et donc, en gros, c'est lui qui est en charge de monter le chantier. Exactement. Trouver les ouvriers, s'occuper de chantier. C'est ça. Toi, tu prépares les JO. Moi, je prépare les JO. J'ai la bonne excuse, quand même. Mais je suis dans mes petits dossiers, je travaille la stratégie, toute la petite stratégie. Heureusement que j'ai fait mes écoles et tout, là. Du coup, me préparer toute la stratégie commerciale, marketing, toute la partie gestion. En fait, tu fais un peu tout, quoi. Et monter le site internet et tout, voilà. Et donc, du coup, mon frère, il est là, sur place, il travaille. Et à l'époque, c'était... donc, notre premier chantier, il est à Mbourg. Mais à l'époque, il n'y avait pas l'autoroute, là.
Ouais, tu te rappelles de la route Ouais, c'était la nationale, la nationale 1, nationale, et là. mon frère, il faisait ça tout Ouais, le temps. tout le temps mais bouché. Tout le temps bouché. Il restait des heures dans les voitures. Franchement, bravo à lui quand même. Et... Non, bravo à Ouais, lui. non, bravo, il a fait. Et puis, et en fait, là, une fois que le chantier il est parti, Ouais. et puis bah, c'est là que la société elle s'est lancée, parce qu'après, ça ne s'est plus jamais arrêté. Bah oui, c'est ça, Les parce que gens là, les cette recommandent. société, vous la créez en quelle année? Du coup, on l'a créée, celle-là, c'est en 2014. 2014. Voilà. Et jusqu'à présent, la Jusqu'à société... présent. Mais du coup, entre-temps, on a recréé notre société, Ouais. Sensen Group, en 2017. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on avait fait des petites villas. Mhm. Puis on était beaucoup partis dans de la rénovation. Donc il y a beaucoup de tontons qui nous appelaient pour rénover Remettre leur à maison. jour, Voilà. voilà. Et en fait, on a perdu énormément de temps, beaucoup d'énergie aussi pour ça. Mhm. Parce que finalement, c'est compliqué la rénovation. Mhm. Et rattraper, être pompé de service pour tous les anciens, pour toutes les malfaçons, Mhm. c'était compliqué. Donc pour nous, vraiment, réellement, ça a commencé vraiment en 2017, l'aventure. Voilà, la société, vraiment, elle a été lancée D'accord. en 2017. Au début, voilà, on découvre en fait. En 2014, on se découvre un peu. Ça nous a permis de faire ce réseau, savoir avec qui on allait travailler pour vraiment être en place en 2017. Et toi, tu fais quand même des allers-retours pour venir un Ouais. petit peu au Sénégal voir? C'est ça. D'accord. Ouais, c'est Ok. ça. Je faisais des allers-retours quand même pour soutenir aussi mon frère. Ouais. Et par contre, après les Jeux, donc je dis, bah, Moussa, voilà. Donc, c'est là aussi, ça m'a un peu... Je préparais ma reconversion. Mhm. J'étais dans ma reconversion Mhm. sur les 2 dernières années, Mhm. surtout la dernière année. En fait, ça, dans ta tête, tu disais, après les Jeux, Je sais que je m'arrête. ma carrière sportive, Ouais, je mets pause, c'est fini. c'est fini. Et Et là, ça, maintenant- c'était un défaut. D'accord. C'est ça qui m'a... Finalement, je savais que j'arrêtais. Mhm. Donc, quand je fais les Jeux Olympiques, Tu vas pas... j'étais pas à fond, j'étais déjà... Donc, tu retournes aux Jeux Olympiques. Ah non, par contre, je retourne aux Jeux Olympiques parce que du coup, en 2014, je perds... Donc, attends, ami. Tu as fait 2 JO. Ouais. Toi, tu dis ça normal. Ouais, j'ai fait Genre, des c'est Jeux. un truc normal. Ouais, je suis allé 2 fois aux JO, Londres, Rio, j'ai représenté le Sénégal. Ouais, c'est vrai. Est-ce que Ouais. tu te rends compte que quand même, c'est des choses qu'il y a très peu de gens sur Terre qui peuvent dire qu'ils ont fait ça? Est-ce que tu sais, c'est une question que je pose souvent hein, aux gens que je reçois parce que j'ai la chance de rencontrer des gens que je trouve qui font des choses exceptionnelles. Mais je me rends compte que tous ces gens, ils sont tellement dans ce qu'ils vivent qu'ils prennent jamais le recul, tu vois, de se dire que ah ouais, j'ai fait ça quand même. Toi, par exemple, tout de suite là, quand je t'ai dit que tu es quand même dans les livres d'histoire du sport sénégalais, tu resteras à jamais. C'est pas, tu vois, la première médaille dans ce domaine-là d'or au championnat Ouais, c'est d'Afrique, vrai. tu vois. Et tu vois, moi, ça m'a fait bizarre que tu te dises, ah ouais, c'est vrai, que tu l'aies jamais, Ouais, c'est... tu l'aies jamais pensé comme ça, tu vois. Bah, Et je trouve qu'il faut, Ouais. je trouve que l'être humain, tu sais, on prend pas assez de temps, tu vois, pour aussi apprécier, tu vois, les choses qu'on a vécues. On est tellement dedans, on le vit tellement qu'on prend pas le recul et et que, tu vois, pour moi, tu sais, c'est quelque chose quand même qui est extraordinaire. C'est 2 Jeux Olympiques. Toi, tu... Ouais, parce que, en fait, moi, c'est bien, j'ai fait les Jeux Olympiques, mais... Ouais, toi, tu voulais gagner. Voilà, je suis pas championne olympique. Tu te... Au Je vais pas final, dire que tu t'en fiches d'y être Non, allé, je m'en mais... fiche pas, non, parce que mais c'est pour toi, énorme. c'est... C'est énorme, mais après... T'as pas atteint ton objectif final que tu J'ai pas veux. atteint mon objectif, et puis après, tu te rends compte que tu reprends la vie. Ouais. Ta vie quotidienne, de tous les jours. Et puis, voilà, après, je l'ai fait, c'est bien. Par contre, ça m'apporte beaucoup. Ça m'a beaucoup apporté, en tout cas. En tout cas, pour ma vie d'aujourd'hui, Ouais. quoi. Mais pour moi, c'est aussi derrière, quoi. Ouais. Après, je suis peut-être trop humble, Ouais. peut-être trop modeste, parce que souvent on me dit, tu te rends pas compte de qui tu es, tu te rends pas compte de ce que tu as fait, tu te rends pas compte de ci, de ça. Mais en fait, pour moi, c'est juste normal. Je me suis donné les moyens de les atteindre, et puis voilà. Ouais, mais tu vois, c'est en ça que c'est important que je trouve que tu racontes un petit peu ton histoire et que tu partages. Ouais. Parce que tu vois, la même amie qui regardait Marie-Josée Pérec à la télé, qui lui a donné envie de faire ça, Il y a des tu vois, aujourd'hui, tu as des jeunes filles sénégalaises, des jeunes hommes sénégalais, tu es capable de leur montrer que c'est possible d'aller au JO. C'est vrai. C'est possible de le faire, c'est possible de vivre ce rêve, mais il faut se donner les moyens. Il faut se donner les moyens. Parce que Complètement. oui, tu l'as fait, mais tu l'as fait parce que, comme tu as dit, il y a eu d'abord les 2 ans de sacrifice pour pouvoir aller au premier, il y a eu 4 ans de sacrifice pour aller au deuxième. Et 4 ans de sacrifice, c'est comme tu dis, c'est se priver sur certaines choses, sur des choses d'abord personnelles, mettre sa vie personnelle de côté
pour aller sur ces objectifs-là. Il y a des sacrifices pendant... Après, j'aime pas le mot sacrifice, par contre. Pour moi, c'est pas des sacrifices, c'est un choix. Ouais. J'ai fait le choix, en fait. Parce que voilà, c'est un choix. Et j'ai accès, c'est ton choix, donc tu assumes. Ouais, j'assume complètement. J'ai pas sacrifié et tout. C'est juste que ça a retardé certaines choses dans ma vie. Mais voilà, je sais pourquoi aussi j'ai fait ce choix-là, parce que je voulais faire les Jeux Olympiques. Donc, j'aime pas trop cette... Et beaucoup de athlètes je comprends ce que tu veux dire. sacrifice, mais je trouve que j'aime pas cette notion de sacrifice, parce que c'est pas de sacrifice. On te l'a pas imposé. On me l'a pas imposé, voilà. C'est toi qui as choisi. J'ai fait ce choix-là quand même. Ouais. D'accord. Donc, tu fais tes 4 ans de préparation, tu vas au JO. Ton frère, donc, lui, est ici au Sénégal de démarrer la structure. Ouais. Les JO finissent. Tu te dis, OK, ma carrière sportive, c'est une étape de ma vie qui est terminée. C'est une page que je tourne. Là, tu rentres au Sénégal directement? En 2016, ouais. Direct. Je finis les Jeux Olympiques, je pensais Sénégal. Je pose mes baskets, je pose mon lancer de marteau. Non, jamais mon marteau avec moi. Je l'emmène dans mes bagages et me voilà arrivé au Sénégal. Tu t'assois là, tu dis, aïe, j'y suis, qu'est-ce que je fais? C'est parti maintenant. Et là, c'est parti. Et finalement, c'est là où à chaque fois, je dis, voilà l'importance quand tu es sportif de haut niveau. Il y a un moment donné où tu dois réfléchir à cette reconversion. Qui n'est pas facile, qui n'est vraiment pas facile. Et moi, je m'étais préparée. Parce que j'avais tout préparé. J'avais envoyé des conteneurs parce qu'à distance, j'avais trouvé mon appartement. D'accord. J'avais tout préparé, tout acheté et tout, ma maison quand je suis arrivée. Parce qu'il fallait que je retrouve un peu mon confort un peu à la française. Oui. Donc, prête. J'étais prête. La société, elle était là. Elle était déjà lancée. Donc, c'était parti, quoi. J'étais prête. J'arrive au Sénégal, mais en fait, j'étais pas prête du tout. Alors là, mais pas prête du tout. Ça a été 1 an. Franchement, une année horrible. Une année horrible parce que finalement, tu quittes un monde que tu maîtrises. Ouais. Et tu découvres des nouveaux codes. Et là, tu quittes ce monde-là. Et puis, tu es lâché un peu toute seule. Donc déjà, tu arrives dans un nouveau pays. Donc là, forcément, la manière de travailler, la mentalité et tout ça, ça a été pour moi violent. Ça a été vraiment violent. Je fais un sport individuel. Donc aujourd'hui, mes résultats dépendent de ce que je fais. Quand je bosse, je sais que voilà, je bosse. Si ça marche pas, c'est ma faute. C'est ma faute. Et là, je dois dépendre des personnes. Donc, tu arrives dans la construction. Le carreleur, il a mal posé son carrelage. Et Moi, c'est vrai que je l'aurais fait différemment, mais c'est pas moi qui le fais. J'ai pas cette expertise-là. C'est le carreleur. Et il a pas. Et en fait, ça, moi, j'ai eu du mal. J'ai vraiment eu du mal à déléguer. Voilà, ça, c'est. Ah ouais, il n'y a que moi qui peux faire, il n'y a que moi qui peux bien le faire. Voilà. Et ça a été dur. Donc, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Et puis, en fait, aussi, j'ai eu du mal. Finalement, même si je n'ai pas été la grande athlète, tu as quand même une certaine notoriété. Et là, tu arrives. En fait, tu retombes dans un anonymat. Mais c'est violent. Hein, c'est violent. Et voilà, tu redeviens un peu monsieur et madame tout le monde. Et c'est là où c'est compliqué. Et je peux comprendre qu'après la carrière... la carrière d'athlète, en tout cas de sportif. Il y a beaucoup de sportifs qui tombent aussi dans une dépression, parce que c'est violent. Hein. Moi, en tout cas, je sais pas, pour moi, c'était peut-être une forme de dépression. Je me suis isolée. Je me suis complètement isolée, j'étais renfermée. Vraiment, je suis toujours toute seule à la maison, renfermée. C'est violent. Franchement, c'est violent. Ouais, non, c'est sûr que l'après-carrière, là... Ouais, l'après-carrière, ça doit être... quelque chose, et puis c'est surtout que, tu sais, comme tu dis, pendant 4 ans, tu avais un objectif, tu savais où est-ce que tu allais, tu savais qu'est-ce que tu voulais faire, comme tu dis, ça dépendait que de toi. Et là, tout d'un coup, tu te retrouves à... Oui, j'ai mon objectif d'entreprise, je sais ce que je veux faire, mais il y a tellement de facteurs que tu ne maîtrises pas. C'est vrai que ça doit être difficile de s'adapter. C'est difficile. Et puis, tout est millimétré. Finalement, quand tu es sportif de haut niveau, tu te lèves, tu prends ton petit déjeuner, tu vas à l'entraînement, tu sais que tu as ça à faire, tu rentres, tu fais ta sieste, tu manges. Tu sais, c'est toujours la même chose. Tous les jours, pendant 4 ans, j'ai vécu la même chose. C'est une routine. C'est une routine. Et tu as un coach. Moi, j'ai un coach. Mon coach, en plus, dans un sport individuel, on a une relation très, très particulière. Vraiment, on est très, très proche, très fusionnel, très, très tout, quoi. Et là, mon coach, il n'est plus là. Et en fait, je me retrouve toute seule. Et plus de repères. Mais vraiment, plus de repères. Mais du coup, c'est là où je me colle à mon frère, quoi. C'est mon frère Moussa qui... Je pense que j'ai un peu beaucoup saoulé, même. Mais finalement, je suis collée à lui, quoi. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, on dit que toi, on va tout le temps avec Moussa. C'est vrai, parce que finalement, je me suis beaucoup rattachée. C'est ton repère. Mon repère, ça a été mon repère. Parce que lui, à ce moment-là, il a quoi? Il a 2 ans au Sénégal? Il a fait
Ouais, c'est ça, il a 2 ans. Ouais. Donc lui, ça fait déjà 2 ans qu'il est là, basé en train de gérer un petit peu la structure et tout ce qui se passe au Sénégal. C'est exactement ça. Et puis, c'est lui aussi qui est là aussi pour te réconforter, pour te conseiller, pour... Non, franchement, j'ai envie de lui rendre hommage quand même. Ah bah bien sûr, hommage à toi, bien sûr, il faut, c'est important. Non, c'est ça. Et puis après aussi quand même à ma famille, ma famille qui est toujours quand même présente, on est très très présente. À mon petit frère aussi, Youssoufa, qui est toujours là à mes côtés, et quand je pleure et tout, il est toujours là à me consoler. Parce qu'en fait, c'est dur, mais après, quand tu passes l'année, pour moi, je sais pas quand les gens viennent, je dis franchement, tu as 1 an d'adaptation. Oui. Quand tu passes cette année, après c'est bon. Oui. Ça commence à... Parce que finalement, ça, la première année, tu prends tellement de claques que après, c'est bon, t'es rodé. T'es rodé, et puis tu comprends un peu comment le Sénégalais pense. Le mindset, voilà, tu les comprends, après tu connais. Mais la première année, il faut s'accrocher, accroche-toi. Et après, ça déroule et puis ça vaut le coup. Donc là, c'est 2016, tu as dit, donc tu rentres, tu fais 1 an. Et maintenant, donc tu fais 1 an, tu te consacres, je vais dire, à ce côté immobilier à 100% pendant combien de temps? C'est là où, du coup, jusqu'en 2018, jusqu'en 2019, où voilà, on a à fond dedans avec Moussa. Et puis après, moi, je voulais plus en fait je voulais plus. En fait, je voulais sortir du sport. Là, c'est bon. Le sport, c'était avant. Maintenant, je décidais de j'ai tout donné. Voilà, j'ai fait le choix en tout cas de mettre ma carrière professionnelle de côté pour le sport. Et là, maintenant, Moussa, il a compris, il a patienté. Et là, il m'attendait. En 2016, il était là et tout. Il dit, c'est bon, t'es prête, t'as fini l'athlé, c'est fini, on y va là, on fonce. OK. Et là, je dis, donc, je mets le sport de côté. Et puis, ça m'avait quand même usé. Oui, bien sûr. J'étais fatiguée. Bien sûr. Donc, j'ai dit, je veux pas... Voilà. Et c'est là où tu dis, bon, tu dois faire quelque chose au Sénégal. Donc, on m'a dit, va, lance ton association. Je savais pas quoi, c'était pas le moment. Et revenir dans le sport, donc, OK. Mais j'ai quand même tapé un peu, j'ai appelé le comité. Bon, je veux savoir au comité que j'étais là, à la fédération aussi d'athlétisme que j'étais là. Mais les portes ne sont pas forcément ouvertes, et puis j'ai pas trop forcé. Et puis voilà, une opportunité s'est ouverte à moi au niveau du foot. Oui. Voilà, pour travailler avec les clubs de Ligue 1 pour le marketing. Comment elle arrive, cette opportunité? Alors du coup, c'était c'était le coach Dabo, voilà, que je connaissais. Du coup, il m'a demandé, on échangeait beaucoup. Il me disait, mais c'est dommage que tu reviennes pas dans le sport parce que tu n'as pas le droit d'abandonner comme ça le sport et tout. Donc, il m'a fait quand même prendre conscience que j'avais aussi un rôle à jouer. Et là, je me suis dit, bon, OK, pourquoi pas. Et à l'époque, donc, il m'avait déjà proposé au Stade de Mbourg, parce qu'il était au Stade de Mbourg. Et en fait, marketing, je dis ouais, mais non, en fait, j'ai pas envie d'aller rechercher les sponsors et tout, flemme quoi. Je l'ai déjà fait. Ouais, en fait, j'ai tellement fait pour quand j'étais athlète, et j'avais pas envie de le refaire. Et c'est dur, hein. C'est dur d'aller chercher des sponsors. Ah non, bien sûr, c'est très très dur. C'est dur, c'est d'énergie, c'est faire les dossiers, c'est tout ça et tout. Je dis flemme. Mais voilà, donc du coup, j'étais marraine du Stade de Mbourg, ça a commencé comme ça. Puis après, ils sont partis à Tengage, TFC. Et puis là, j'ai rencontré le président, Babacar Ndiaye. Puis on a bien échangé, et puis j'ai bien aimé son mindset, sa vision, ses projets. Et je dis, ouais, OK, pourquoi pas. Et là, je vais voir un match de foot. Et là, encore, ce qui m'a pris, c'est l'ambiance. En fait, j'adore les ambiances. Les supporters et tout, dingue. L'ambiance, des chants et tout. Et je dis, c'est bon. En fait, j'étais encore piquée. Ça a refait la même chose qu'en 2010, là, pour la sélection sénégalaise. Et là, je dis, OK, vas-y. Allez, je tente, on y va, ça va me... Et puis je crois que j'avais besoin de ça, parce que c'est bon, en fait, le sport me manquait quand même. Ouais. Parce que ça, là, tu as fait quand même 2016, donc ça, tu m'as dit quand tu recommences... Presque 4 ans. Hein. Ouais, ça, tu as fait 4 ans dans l'entrepreneuriat pur et dur au Sénégal. Ouais. Donc, c'est pas n'importe quelle zone d'entrepreneuriat. C'est ça. Et donc, ça, tu as eu quand même 4 ans où tu as respiré, où tu n'es plus trop dans le sport et tout, tu regardes ça de loin. En fait, ça me manque. Ouais, c'est sûr. En fait, ça me manque. C'est sûr. Comme tu dis, je pense que quand tu es un sportif, quand tu es un accro du sport, et surtout au niveau où tu as été,
c'est quelque chose, c'est difficile de s'en détacher. C'est ça. Oui, tu fais des pauses, mais c'est difficile de s'en détacher. En fait, ça fait partie de ton ADN. Ouais. C'est ton ADN, ça fait partie de toi. Et en fait, tu ne peux pas le laisser comme ça. Et finalement, pendant 4 ans, j'ai quand même toujours été renfermée. J'étais un peu, malgré, tu as dû me voir à certains événements, des trucs comme ça. J'y vais parce qu'il faut y aller, mais je suis bien chez moi. Je me remets dans mon cocon, je me protège dans ma bulle. Je me remets dans ma bulle, dans la société. Et finalement, je ne fais pas grand-chose. Et c'est vrai que j'aurais pu rester des années comme ça, sans rien faire et rester dans ma bulle. Donc, à un moment donné, je me suis dit, allez, c'est peut-être le moment en tout cas, c'était l'opportunité de sortir un peu de cette petite zone. Et voilà, retravailler dans le milieu du sport. Et je revis exactement. Et là, je retrouve tout ce que je ressentais, l'adrénaline, l'échec, les victoires. Et je dis non, en fait, c'est trop ça. Et ça a été un peu compliqué avec mon frère parce que finalement, j'ai un peu délaissé scène un peu pour me retrouver dans le sport. Et il me dit, ouais, mais c'est bon, en gros, c'est bon. Ami, c'est pas ce que tu m'avais promis. Bah ouais, c'est ça. Et je dis, mais en fait, ça, tu te rends pas compte que j'ai besoin de ça pour mon équilibre. Parce que maintenant, j'étais épanouie. J'étais épanouie alors que je gagnais pas ma vie avec ça. Mais en fait, ça m'a apporté cet équilibre. J'ai du mal à faire comprendre à Moussa parce que finalement, j'ai toute l'énergie que tu vas mettre dans le foot. Tu aurais pu la mettre dans l'entreprise. Exactement. Donc, toi, on a pris un peu de retard sur certaines choses et j'en ai conscience que c'est aussi par rapport au choix que j'ai fait. Et donc, voilà. Donc, mon frère... je pense que ton frère, comme il t'aime beaucoup et il sait que c'est ce qui te rend épanoui, je pense qu'il accepte. Il accepte, mais voilà. Ça reste quand même le frère, donc il va toujours te dire, tu vois. Mais... Et donc, du coup, c'est pour ça que, en fait, tu vois, je suis toujours débordée parce que je veux bien faire les deux. Donc, je dis, OK, c'est mon choix, mais je n'ai pas envie que ça pénalise ma société. Donc, je fais les deux. Mais finalement, à vouloir être partout, tu es aussi un peu une part où tu n'es pas efficace partout. Et donc, voilà, c'est pour ça que je suis toujours débordée, parce que je fais trop de choses. Je travaille le foot et à côté, le soir, je travaille sur scène, quoi. En fait, je ne m'arrête jamais. Sur scène, aujourd'hui, tu t'occupes de quoi? De tout ce qui est partie encore paperasse, dossier et tout? Voilà, c'est ça. Mais aujourd'hui, maintenant que je suis à la fédération, je suis quand même un peu plus sortie de scène. Donc, je gère vraiment un peu la partie relation client. D'accord. Surtout la partie relation client et puis toute la partie marketing, communication. D'accord. Et voilà. Et après, quand même, j'ai appris à déléguer. Je sais maintenant déléguer et laisser. Laisser d'autres faire. Je laisse faire. Tu supervises. Ouais. Et donc, tu commences d'abord par un club, le club de Mbo. Non, T'engage. T'engage, vraiment pardon. TFC. Donc, tu commences par un club. Tu rencontres le président de la fédération. Du club. Du club, pardon. Du club. Excuse-moi. Et donc, là, il te demande de t'occuper un petit peu du marketing du club. De tout restructurer. Maintenant, vraiment aider le club dans la structuration. D'accord. Donc, du coup, à l'époque, à la com, il y avait Mme Fatou Ndoye qui gérait déjà toute la partie réseau. Donc, il est vraiment dans cette volonté aussi de donner une nouvelle dynamique à son club, à ses joueurs. C'est ça. Donc voilà, j'étais sur la partie marketing et puis du coup, on travaillait bien avec Mam, Fatou et son équipe et voilà. Et moi, mon but, c'était de trouver des sources de revenus additionnelles, surtout par le sponsoring. Et finalement, tu retouches un petit peu tout ce que tu as fait parce que tes études de sponsoring, ton amour du sport, c'est exactement ça. Et le côté tu aimes faire des dossiers et tout. Donc finalement, tous ces 3 trucs que tu aimes se retrouvent dans ce même non, mais truc. C'est ça, en fait. Pour ça, je dis, quand tu prends du recul et tu regardes tout ça, tu dis, en fait, oui. Finalement, ce que j'ai toujours voulu faire, je le fais maintenant. Si c'était mon rêve. Finalement, j'ai bifurqué. Oui, tu as pris une petite route où tu t'es fait plaisir un peu sur certains trucs. C'est ça. Mais tu es revenu. Et je suis revenue et puis en fait, je me suis éclatée. En plus, cette année, on est champion du Sénégal, on fait la Ligue des Champions. Du coup, j'amène mes premiers sponsors. Et puis j'amène une nouvelle dynamique nouvelle énergie local. C'était sympa. On brande les stades. Non, franchement, je me suis éclatée. Et je me suis dit, en fait, ça se voit que tu t'es éclaté, juste à ton sourire. La manière dont tu le dis, on sent que tu étais épanoui à lui. Et la relation avec des supporters, c'était dingue. Puis tu découvres un nouveau monde parce que le championnat local sénégalais, c'est un autre monde. Complet. Bien sûr. Ça doit être des ambiances, comme tu dis, les stades, ça doit être des ambiances quand il y a des matchs. C'est dingue. Moi, j'ai jamais vécu, je suis jamais allé voir un match justement de championnat. Il faudrait que j'aille voir. Je t'ai invité pour la Coupe du Sénégal. Inch'Allah, il faudrait que j'aille voir parce que ça doit être une ambiance fort, incroyable. Franchement. Après, c'est fort. Et tu le sens qu'il y a une nouvelle dynamique justement dans le championnat local sénégalais parce que je suis Sidi qui fait des photos et
tu vois, c'est la première fois que je vois vraiment un photographe qui est tous les week-ends dans les stades. C'est la première fois que j'ai envie d'acheter les maillots des clubs, tu vois. J'avais jamais eu cette envie. Mais la dernière fois, je sais plus c'est quel club, j'ai vu un maillot qui était rayé rouge, vert en diagonale comme ça. J'ai écrit à Sidi, j'ai dit, mais comment je fais pour acheter le maillot? Parce qu'il est, il est frais, le maillot, tu vois. Et je trouve que cette énergie, cette dynamique, elle est géniale parce que finalement, des gens qui étaient un petit peu éloignés de ce qui se passe vraiment dans le quotidien du foot sénégalais commencent à y jeter un œil et à se dire, bah, tiens, ça a l'air pas mal, ça a l'air intéressant, tu vois. Bah, toi, ce que tu dis, ça me fait plaisir parce que en fait, c'est ce qu'on a recherché. Ouais. Et je pense que, bah, toi, j'ai œuvré à ça avec parce que toi, je pense que ça a commencé à Casa. Casa aussi, eux, par exemple, Casa, ils ont une forte communauté sur les réseaux. Sur voilà, bah, ils n'ont pas forcément le choix parce que vu qu'ils sont beaucoup, ils sont éloignés quand même avec la Casamance. De Dakar, et tout ça. Donc, du coup, ils ont très vite, je pense, en tout cas, capitalisé sur les réseaux sociaux. D'accord. Et eux, ça a été vraiment, je pense, quand même les pionniers là-dessus. Et c'est vrai qu'après, T'Engage, quand même, avec cette volonté de développer, de structurer toute la partie communication, marketing, parce que c'est important aujourd'hui. C'est vraiment des choses les plus importantes dans le sport. Ils ont commencé tu veux remplir les stades. Tu veux donner des meilleures conditions aux joueurs. Tu veux aller plus loin pour être plus compétitif avec les autres clubs, pour aller dans des compétitions continentales. Exactement. Il faut que tu es obligé d'investir. Tu es obligé que les stades soient pleins, tu es obligé que les gens achètent des maillots, tu es obligé que les gens achètent des tickets, tu es obligé d'avoir des sponsors qui mettent de l'argent parce que au bout d'un moment, comme tu l'as dit tout à l'heure, si au bout d'un moment il n'y a pas d'argent, tu ne pourras plus être au niveau des autres. Et tu vas t'essouffler et tu ne vas pas gagner. C'est ça. Et aujourd'hui, le football local est beaucoup financé par les présidents de clubs. Oui. Le modèle économique, c'est bien, mais c'est pas bon. Ouais. Et en fait, du coup, c'est là où voilà, il y a cet intérêt. Donc, de par Babacar Ndiaye, quand on a commencé à développer tout ça, je pense que ça a aussi créé une dynamique un peu. Les gens, ils ont vu aussi ce qui se passait. Ça a fait un peu de bruit. Et les gens ont commencé à prendre conscience aussi de tout ça. Et je pense qu'aussi le travail que Mme Fatou avait commencé à faire, parce qu'elle a été à T'Engage, après au Jaraf, donc travailler la com, les réseaux, c'est là que tu vois que les clubs ont commencé à... Et puis le Covid aussi. Le Covid a aidé parce que finalement, on ne pouvait plus aller dans les stades. Tout le monde devait faire des directs. Et là, les clubs ont commencé à investir dans les directs. Donc, il y a eu les directs, les réseaux, ça commence à prendre plus d'ampleur. Et puis les gens commencent à voir les chiffres, des gens qui regardent les directs et tout. C'est ça. Et puis en plus, il y a une petite rivalité entre chaque club. Donc ça a commencé même par exemple avec les bus. Donc il y a eu un premier bus, je pense, de Jaraf a acheté son premier bus, un beau bus. Derrière, on va donc forcément les autres. Et tout le monde. Et maintenant, là, c'est super beau de voir aujourd'hui les bus de chaque club. C'est l'identité, ça renforce vraiment l'identité des clubs. Et je trouve ça génial. Et puis après, on a commencé aussi à développer toute la partie merchandising. Bah oui. Donc, on parlait avec, je me rappelle, à T'Engage, il faut vraiment qu'on ait un équipementier, et qu'on ait vraiment quelque chose sur lesquels en fait, renforcer l'identité de tous ces supporters, qui viennent acheter, qui se sentent, Parce que je pense que tu as plus d'informations que moi à ce niveau-là, donc tu pourras peut-être étayer ce que je veux dire. Mais tu sais, en zappant un petit peu à la télé, le championnat ivoirien, il est diffusé sur Canal+, de football. J'ai vu des matchs de la SEC Mimosa contre je ne sais plus quel club. Et je me disais, mais pourquoi les matchs du locaux sénégalais ne sont pas diffusés comme eux? Est-ce que tu penses qu'ils ont réussi à faire ce switch, justement, de rendre encore plus, je vais dire, vendeur le football local? Parce que ça veut dire qu'ils ont une audience. Si Canal a pris les droits pour diffuser, ça veut dire qu'ils ont une audience. Mais je pense que tu as regardé, c'était peut-être la Ligue des Champions. Je ne suis pas sûre que c'est Ah, peut-être. Ouais, je pense que c'est la Ligue des Champions, la Ligue des Champions africaine. Donc, c'est diffusé sur Canal+. Oui. Ok, d'accord. Il y a la SEC Mimosa et la Coupe. Ouais, ça, parce que c'était un match de la SEC, mais je me souviens plus c'était qui l'opposant. La Ligue des Champions. Ok, d'accord. Non, je pense que c'est ça. Mais ça veut dire que Canal commence à regarder en se disant que, il y a des audiences. Ah bah oui. Et donc, ça veut dire que si on est capable de faire des audiences sur des Ligues des Champions africaines, c'est-à-dire qu'on est peut-être demain capable de créer des audiences sur des championnats locaux africains et d'amener justement des droits télé qui peuvent venir. J'espère que ça arrivera. Après aussi, ça peut commencer par nos chaînes locales. Tout à fait. Tout à fait. Aujourd'hui, mais le problème, c'est qu'il y a des droits télé. Et c'est là où aujourd'hui, il faut qu'on rentre aussi dans ce modèle-là. Oui. Mais on n'est pas encore à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu penses qu'il manque pour atteindre ce niveau-là aujourd'hui ?
Je sais pas. Je pense que... En fait, je sais pas aujourd'hui, parce que pour ouvrir un match, c'est cher aussi. Ouais, c'est bien du sûr. coup, donc, Il faut beaucoup de caméras, il faut la régie, il faut... Donc, pourquoi les clubs, pourquoi les chaînes ne le font pas? Pourquoi ils ne redistribuent pas des... Peut-être qu'encore le championnat n'est pas assez attractif pour eux. Je sais pas, mais... Parce que le jour où on arrive à avoir un championnat local qui est vraiment diffusé à la télé, suivi, parce que j'imagine que justement cette période Covid a dû montrer des chiffres, a dû montrer des données c'est justement... vrai, aujourd'hui, les réseaux sont... du coup, je pense qu'ils ont pu transformer, parce que du coup, si tu diffuses sur YouTube, donc tu peux avoir une certaine rémunération avec certaines vues, donc je pense que certains clubs ont pu transformer ça en revenus. Mais aujourd'hui, ça devrait être à l'échelle nationale. Aujourd'hui, une chaîne de télé doit pouvoir payer des droits. Parce qu'il doit y avoir des super derbies, j'imagine. C'est énorme. Ils doivent pouvoir payer des droits, mais aujourd'hui, ils ne le font pas encore. Ouais, pas encore. Pas. Et il y a la 2S qui suit la Ligue, mais je ne suis pas sûre qu'elle reverse des droits. Donc c'est là aussi c'est un peu dommage. Donc, Non, mais je pense qu'on est sur une bonne dynamique. Voilà. Quand je vois, en tout cas, aujourd'hui, la lancée sur laquelle le foot local est en ce moment, tu sais, je vois c'est peut-être parce que je suis Sidi qui est un peu plus vraiment à fond dedans maintenant, mais je l'ai vu être sur des plateaux récemment où il discute justement du championnat sénégalais à 4-5. Je le vois faire ses photos, où lui fait des photos des joueurs pour mettre en avant ces joueurs-là et leur histoire. Et c'est de ça qu'on a besoin. On a besoin de s'identifier à ces joueurs-là. Voilà, c'est ça. Tu vois ? Oui, il y a le club, mais on a besoin de... Tu sais, c'est comme tous les sports. Aujourd'hui, il y a les bons, il y a les méchants. Tu as envie de... En fait, je pense que ce que les gens oublient, et c'est ce que la NBA réussit à faire, c'est ce que ces championnats réussissent à faire, c'est qu'ils créent un storytelling par rapport à ces matchs, à ces confrontations. Ils te créent une histoire qui va au-delà de juste l'équipe de Dallas qui affronte l'équipe de Boston. Moi, je suis toujours impressionné C'est sûr que ce n'est pas les mêmes budgets, tu vois, mais je suis super impressionné de voir comment ils sont capables de te créer un scénario, comment ils sont capables de te créer des teasers. On dirait que tu vas regarder un film. Parce qu'en fait, ils investissent dans le marketing. Ouais, exactement. Et c'est en fait quand on le voit aujourd'hui avec la balle. Balle, exactement. Exactement. C'est énorme. Ouais. Donc, tu as l'expérience, tu as la fan expérience qui commence dès que tu pars de Dakar jusqu'à arriver dans le stade. Et c'est ça qui... Aujourd'hui, il faut réussir à créer ça dans le football. Ouais. Et c'est là où il y a un gros challenge. Et c'est maintenant, aujourd'hui, moi, ma présence, maintenant le fait que je suis à la fédération, et ben voilà, c'est aussi mon rôle à jouer à un plus haut niveau. Il faut réussir à créer tout ça, quoi. Parce que c'est ça la nouvelle étape, justement, de ta carrière aujourd'hui. Ça fait quoi, 1 an ? Ça fait 1 an, ça fait 1 an. 1 an que tu es à la tête du marketing de la Fédération sénégalaise de football. Ça doit être beaucoup de pression, parce que ça reste quand même une entité forte, je veux dire, c'est une institution forte au Sénégal. La Fédération sénégalaise de football, c'est quelque chose. C'est vrai qu'au début, je me suis dit, waouh, en fait, forcément, je passe à un niveau supérieur, et puis tu es exposé. Tu es exposé, et puis les gens, ils te regardent et ils t'attendent. Donc, c'est vrai qu'au début, c'était beaucoup de pression. Mais je pense que tu es arrivé là parce que tu as montré des résultats. Voilà, c'est ça. C'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, après, j'ai été contactée par le président. Vraiment, un jour, il m'a appelé, il m'a dit, j'aimerais bien qu'on se rencontre. Donc, c'est la preuve que tes résultats, ton travail ont parlé pour toi. C'est ça, complètement. Aujourd'hui, c'est ce que je dirais, en fait, c'est aussi mon mindset. Je pars juste du principe que si tu fais du bon travail, ton travail, ta compétence t'amènera là où tu veux. Exact. Ça, c'est ma voie. Peut-être que d'autres personnes, ils vont passer par d'autres... Voilà. Mais le travail, ça ne ment pas. Mais moi, aujourd'hui, le travail, et c'est ce qui m'amène aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je suis toujours focus et que je me donne toujours à fond dans ce que je fais. Et voilà, aujourd'hui, ça m'a emmené à la fédération. C'est vrai que c'était dans un petit coin de ma tête, mais je ne savais pas si tôt. Voilà. Mais quand elle m'a présenté le projet, je me suis dit, carrément, quoi, j'ai envie d'y aller. Puis c'est un beau projet. Ouais, et puis la compétitrice qui est en toi, justement, là, tu arrives, tu es au haut niveau de compétition. Complètement. Non, mais complètement, là, c'est génial. Et puis après, tu te dis encore, je vais aller où encore après. Oui, Inch'Allah. Forcément, tu veux toujours plus. Oui. Mais déjà, d'être là, c'est bien. Je trouve ça déjà génial. Ouais. Et puis sur ton, tu sais, comme tu dis, demain, on ne sait jamais, parce que déjà, sur ton CV, c'est pas n'importe quoi d'être là. Et demain, peut-être, c'est marketing de la CAF. Peut-être demain, ça peut être le marketing de la FIFA. Tu vois, on ne sait jamais après ce que le destin... Peut-être olympique, peut-être exactement, d'autres institutions. Mais déjà, ne serait-ce que de vivre... Tu sais, je me demande, est-ce que tu as un quotidien dans ce travail-là? Est-ce que c'est possible d'avoir, je vais dire, une routine? Parce qu'il doit y avoir tellement de choses à faire. Parce que c'est vrai que les gens, quand ils pensent Fédération sénégalaise de football, ils vont penser à l'équipe masculine. Ouais, mais
pas que ça. Mais il n'y a pas que ça. Parce que quand tu gères le marketing de la Fédération sénégalaise de football, que les gens comprennent bien, c'est que tu t'occupes des hommes, des femmes, des jeunes. Il y a le beach soccer, Ok. il y a le foot local, la CHAN. Et puis après, il y a les compétitions de la fédération, donc la Coupe du Sénégal. Ok. C'est la fédération qui gère ça. Ok. Et donc là, on arrive justement sur la Coupe du Sénégal. Et justement, vu que j'ai aussi du championnat local, j'ai à cœur, j'aime cette compétition et j'ai envie de vraiment m'inspirer un peu de ce qu'on fait avec la Super Bowl, quoi. Que cette compétition, ça devienne une compétition juste incroyable. Bien sûr. Qui va donner justement de... Et de toute façon, cette compétition, à partir du moment où elle devient incroyable, c'est des talents qui vont servir à l'équipe nationale. C'est des joueurs sénégalais qui vont s'exporter ailleurs et qui vont permettre de développer encore plus le sport. Donc, ça va renforcer l'attractivité aussi du championnat local. Oui. C'est ça qu'on a besoin. C'est notre vivier. De toute façon, si on a un bon championnat local, on aura une bonne équipe nationale, que ce soit féminine, masculine, beach. Donc, en fait, aujourd'hui, tu t'occupes de, je vais dire, tu as 8 à peu près catégories dans la fédération. Parce que tu as dit donc garçons, filles, beach, CHAN, championnat local. Non, la CHAN, c'est le championnat local et les jeunes. Jeunes, 5. Ouais. C'est ça. C'est ça. Donc, tu as 5 gros départements un petit peu à la fédération complètement. Dans lesquels tu dois gérer donc, tout le marketing. Et quand tu gères le marketing aujourd'hui, c'est-à-dire, tu gères quoi? Les équipementiers, tu gères... que les gens comprennent un petit peu c'est quoi aujourd'hui gérer le marketing de la Fédération sénégalaise de football. Ça veut dire quoi? En fait, déjà, gérer le marketing de la fédération, c'est déjà de développer et de maintenir déjà une image positive auprès de la fédération. D'accord. Donc, c'est auprès des médias, auprès des supporters et auprès des partenaires. D'accord. Ça, c'est un des objectifs. C'est aussi de maximiser les revenus de la fédération. Bien sûr. Donc, c'est maximiser les revenus de la fédération. Donc, ça passe par le sponsoring. Et après, par toute la partie, donc c'est la billetterie, c'est toute la partie merchandising. Donc, c'est un peu ça le rôle. Maintenant, moi, ça fait 1 an que je suis là. Donc, forcément aussi, il faut prioriser. Tu ne peux pas tout faire. Bien sûr. Tu ne peux pas tout faire. Bien sûr. Donc là, moi, je me suis aujourd'hui donné des objectifs. Donc, déjà, c'est de lancer, de continuer en tout cas à renforcer les liens avec les partenaires, parce qu'on a 10 partenaires aujourd'hui à la fédération. C'est un gros budget. 10, donc déjà, voilà, c'est de renforcer, les renforcer. Le fait, il faut aussi qu'ils soient satisfaits de cette relation avec la fédération pour qu'ils aient envie de continuer l'aventure avec nous. Bien sûr. Donc aujourd'hui, c'est vraiment c'est quelque chose qui est important, en tout cas pour la fédération, et auquel j'ai eu beaucoup d'énergie. Et puis c'est génial, en fait, la relation qu'on a finalement avec les partenaires, c'est génial. Oui, parce que surtout, en plus, la fédération a la chance d'avoir des partenaires quand même de longue date. C'est ça. Avec qui il y a vraiment une vraie relation qui est créée depuis longtemps. Et ça reste quand même, je vais dire, la fédération reste quand même, je vais dire, une des marques les plus fortes au Sénégal. Vraiment, c'est une institution. Vraiment. Donc aujourd'hui, être accolé ou avec la fédération, pour ces marques-là, c'est une belle visibilité, c'est un plus. Exactement. Et ça a touché le cœur des patriotes, donc c'est quelque chose qui est très très fort. Et donc, tu as vécu ta première CAN cette année. Ah ouais. Avec la fédération. Ça devait être quelque chose. C'était énorme. En plus, CAN en Côte d'Ivoire, c'est pas tu as vécu la CAN, même si malheureusement on n'a pas eu le résultat qu'on voulait, tu vois. Eh ben, c'était intense, franchement. Mais j'ai trouvé ça très dur. Dur dans quel sens? Très dur parce que c'est la première fois que j'ai vraiment une compétition avec autant de pression. D'accord. Je parle vraiment des 8e. Non, déjà, des premiers matchs, là, quand on était dans les phases de poule, incroyable. En fait, je me retrouvais un peu ce sentiment de fierté d'être sénégalaise. Tu marchais, les Ivoiriens, vraiment, tout le monde. Tu disais, waouh, le Sénégal, non, mais vous, le Sénégal, tout le monde voulait des maillots. En plus, on arrive, on est champion d'Afrique. Et puis, on gagne. Et puis les gens, ils étaient non, et puis les Ivoiriens, ils étaient franchement, vraiment très gentils, très. Et du coup, franchement, tu marchais avec une fierté, la tête haute et tout, on est sénégalais et tout là. Et puis tu sais, on sentait cette sérénité Franchement, c'était bien, j'étais bien. Franchement, j'étais bien. Après, c'était un peu compliqué au niveau des billets, mais ça, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Mais on était bien. Et puis tellement confiant. Tellement confiant. On gagne au premier match, deuxième match, troisième match. Je dis, mais attends, je vais revivre peut-être un sacré tout, quoi. Je dis, waouh, non, vraiment trop bien. Et après, c'est vrai, quand on fait le match contre la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, alors là, l'émotion là, que j'ai ressentie, je n'ai pas du tout aimé.
Parce que j'ai trouvé ça hyper long. En fait, l'athlétisme, c'est bien parce que une course de 100 mètres, c'est 10 secondes. En fait, c'est court, quoi. Ouais, oui. Et là, 90 minutes, c'était horrible. Ouais. Horrible. Et du coup, tu es là, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Et du coup, même à un moment donné, le coach Ayoussi m'a demandé comment j'avais vécu cette première CAN. Et je lui ai dit, en fait, c'était un peu horrible pour moi. Parce que... En fait, tu es une joueuse. Ouais. Donc maintenant, tu es une joueuse et pour toi, c'est dur de voir 90 minutes et de voir qu'on n'arrive pas à débloquer. Et puis derrière, en fait, moi, je pense aussi en termes de marketing business, quoi. Oui, bien sûr. Je me dis, mince, en fait, derrière tout, il y a des incidences. Bien sûr. On perd, mais on perd aussi beaucoup sur le plan financier. Oui, parce que si ton équipe arrive en finale, elle performe plus, tu pourras mieux la vendre. Tu la vends mieux, bien sûr. Tu as des sources additionnelles et tout. Et là, je me dis, waouh. En plus, moi, mon objectif, c'est de lancer toute la merch de la fédération. Donc là, il y a une boutique qui arrive prochainement. C'était l'un des objectifs, voilà. Et du coup, on a commencé un peu tardivement au niveau de la CAN, ça partait et tout. Et j'avais ramené encore d'autres produits. Et là, je dis, non, en fait, moi, je voyais aussi le business. Oui, non, c'est ça. Tu as la compétitrice qui regarde l'action, qui dit qu'on a envie qu'il gagne, mais tu as aussi la personne qui s'occupe du marketing, qui a des projets, qui a des plans et qui se dit, OK, bon, Inch'Allah, on passe, on continue, voilà ce qu'on va faire. Derrière, voilà. Et c'est ça. Et c'est là où c'est compliqué. Et franchement, je me retrouve dans le stade et je me mets à pleurer. Et là, ça faisait longtemps que je n'avais pas pleuré comme ça. Et je pleure. Là, je pleure et tout. Et puis, je voyais les joueurs pleurer. Et puis... Oui, parce que tu crées un lien aussi avec ces joueurs que tu commences à fréquenter un petit peu plus. C'est ça, tu crées un lien, forcément, parce que tu les vois souvent. Donc, forcément, tu as ce lien que tu crées. Et puis finalement, la fédération, c'est une famille maintenant. C'est une famille. C'est une famille. Et puis, tu penses à tout le monde, en fait. Tu penses à toute la fédération, à tous les membres de la fédération, parce que c'est dur pour tout le monde. Et du coup, j'ai trouvé ça violent. J'ai trouvé ça violent. Et le contre-coup, il a été dur. Hein. J'ai eu du temps à digérer. Et voilà, en fait, ça reste un échec. Mais c'est un apprentissage. Mais c'est un apprentissage. Et c'est exactement, je dis, quand moi je lâche pas les échecs, de toute façon, c'est une grosse opportunité d'apprentissage. Et finalement, on sait les vivre, on sait les gérer, ces échecs. Parce que en fait, dans le sport, on vit plus d'échecs que de victoires. Bien sûr. Et ça, faut le comprendre. Donc, quand tu échoues, on a échoué, ok. Tu prends du recul, tu analyses. De toute façon, les meilleurs sportifs sont ceux qui sont capables de mieux digérer les défaites rapidement et d'avancer. C'est ça. C'est exactement ça. Et puis finalement, tu apprends à te relever et c'est reparti. Oui, ok, on a perdu. Allez, c'est reparti. Et aux nouveaux objectifs. Et puis on repart après dans une nouvelle dynamique. Mais voilà, ça c'était le moment CAN. J'ai vécu une belle CAN quand même. Et puis Et ça, c'est une question que je te pose. Quand tu gères le marketing, par contre, tu t'occupes pas de gérer. Est-ce que tu t'occupes de gérer aussi tout ce qui est relations de presse et tout? Ou ça, c'est une autre partie de la fédération qui s'occupe de ça? Voilà, du coup, il y a la partie comme là, en fait, au niveau de la fédération, on a dissocié un peu le marketing et de la communication. D'accord. Dans certaines structures, c'est comme marketing. D'accord. Mais du coup, on a dissocié, mais je travaille quand même en collaboration vraiment avec plutôt le digital. D'accord. Donc, moi, c'est plus du marketing digital, donc avec tout de la partie. Parce que j'allais te demander, ça doit être dur aussi, tu sais, de gérer ces périodes-là parce que les gens sont tellement critiques et les gens sont tellement faciles à critiquer ils sont forts. J'imagine pas ce que ça doit être pour les gens qui s'occupent de justement gérer tout ce qui est community management, PR, relations publiques et tout. Qu'est-ce que ça doit être de gérer des périodes comme ça où tout le monde a son grain de sel ou son mot à dire, alors que toi, tu connais vraiment les réalités internes. C'est ça. Tu vois, et des fois, tu peux pas tout dire, tu peux pas tout et c'est exactement ça. Ça doit être difficile. Non, mais c'est vrai, parce que vraiment, j'ai été aussi, j'ai eu à critiquer la fédération. Tu dis pourquoi? Attends, c'est pas si, ça. Et puis tout le monde vient te donner des conseils, des leçons de marketing, des leçons de ci, des leçons. J'écoute. Mais en fait, il y a une réalité que vous connaissez pas. Et moi, j'y suis dedans et je comprends maintenant. Il y a beaucoup de choses que je comprends. Et c'est vrai que tu es dans un milieu aussi où tu dois aussi t'adapter. Voilà. Je comprends. Maintenant, j'ai beaucoup de réponses. J'ai beaucoup de réponses. Et puis en fait, tu laisses passer. Les gens critiquent. Si tu rentres dans la surenchère, tu essaies de justifier tout ça, tu vas pas t'en sortir. C'est une boucle qui tourne. Par contre, il y a des critiques moi, j'aime bien lire quand même les commentaires. J'aime bien, tout le monde ne le fait pas. Mais moi, je trouve ça important. Je lis un peu tous les commentaires. Je vois un peu le retour des gens. Il y a des suggestions que certaines personnes disent pertinentes. Et je dis, ah oui, c'est vrai. Donc, je prends note et tout. Donc, non, moi, aujourd'hui, on n'est pas parfait. Parce qu'on est peut-être à la fédération, on n'est pas parfait. Et on apprend de tous. Et à chaque fois, moi, je me remets en question tout le temps. Et après chaque match, j'ai envie de faire un rapport sur le match. Et je vais essayer de présenter au président parce que forcément, c'est vrai que quand j'étais en dehors, quand j'allais voir des matchs,
Ah bah, je critiquais, je dis, c'est pas possible, nanana. Et puis là, quand les gens, on vit le match, et c'est vrai, quand tu es à l'intérieur, tu vois pas. Ouais. Toi, tu penses que ça s'est plus ou moins bien passé. Ouais. Et puis après, moi, je parle beaucoup avec mes frères qui étaient voir les matchs, des amis. Je demande qu'est-ce que vous avez pensé du match. Il y a ça qui ne se sont pas bien passés. Quand tu demandes qu'est-ce que vous avez pensé du match, tu parles en termes de l'organisation. L'organisation, Ouais, c'est ça. Moi, je parle pas vraiment le foot. Je comprends toujours pas le On foot. n'était pas dans le jeu, non, on s'en fiche. non. C'est OK. Est-ce que vous avez eu votre ticket facilement? Est-ce que vous avez pu rentrer facilement dans le stade? Est-ce que le parcours, voilà. C'est ça. J'essaie de tout comprendre. C'est ça. Après, je parle avec des sponsors. Qu'est-ce qui s'est pas bien passé? Voilà. Les médias aussi, je parle avec eux. Même avant la CAN, les médias, ils me disaient tous qu'on n'arrive pas à avoir accès à la fédération, aux joueurs, à la fédé. Ils sont frustrés. Et en fait, des médias frustrés aussi, c'est eux qui vont parler dans les médias. Voilà. Et je dis non. Donc, c'est là où on a eu avec Cara l'idée de faire organiser l'Open Press au Radisson. Donc, inviter toute la presse et des partenaires pour qu'ils aient leur moment d'échange avant la CAN. D'accord. Finalement, ça a été validé et tout. Et très apprécié aujourd'hui parce que j'ai écouté des journalistes qui se plaignaient. Ils me disent mais c'est pas possible. On doit avoir accès aux joueurs, à la tanière. Et du coup, voilà, j'écoute vraiment les gens, j'écoute et j'aime bien justement quand on fait des critiques parce que ça nous permet de grandir. Et je le fais au quotidien et tout le temps. Et quand on fait un événement, j'essaie de demander qu'est-ce qui s'est pas bien passé, qu'est-ce que vous avez trouvé de bien pour essayer de garder les points positifs et voir tous les axes d'amélioration. Pour moi, je pense que c'est ça, un bon responsable marketing, tu vois, c'est ça, c'est de connaître, OK, voilà nos forces, voilà ça, mais c'est, comme tu dis, savoir écouter aussi. Faut écouter, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut changer, regarder, parce que c'est vrai que des fois, quand tu es trop dedans, tu n'as pas de regard extérieur, tu vois pas, et quelqu'un peut te dire un truc et tu vas faire « Ah ouais, c'est vrai, je ne l'avais pas vu sous cet angle-là. » Et effectivement. Et là, c'est quoi pour toi la suite? Parce que, est-ce que c'est une aventure, tu te vois... Là, en tout cas, le côté IMO, tu le fais toujours, un petit peu. Là, tu t'occupes donc de la fédération. Tu nous as parlé de, Inch'Allah, tu travailles sur un projet pour construire ton association, faire ton association. C'est quoi la suite pour les 5 prochaines années? Tu te vois évoluer comment, toi, dans ta tête, sur les 5 prochaines années à venir? Vivre une Coupe du Monde avec la fédération? Ouais, c'est franchement continuer à grandir avec la fédération, à m'éclater comme je m'éclate. Vraiment, je me vois pas encore tout le monde me parle de la FIFA, de la CAF. Aujourd'hui, je me vois pas encore, je me projette pas. C'est marrant parce que d'habitude, je me projette tout le temps. Et là, j'ai pas envie de... Tu as envie de laisser le temps de vivre cette expérience. Voilà, j'ai envie de la vivre. Et puis, je suis toujours dans des projets, toujours en train de chercher. C'est fatigant. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de trouver cette stabilité. Là, au niveau de la société, on trouve cette stabilité. Donc, je suis contente. On continue de grandir. Donc, l'idée, c'est de continuer de faire grandir Seine-Seine, continuer, moi, de grandir avec la fédération, parce que franchement, je m'épanouis. Et puis, à côté, c'est mener mes autres projets, en tout cas, un autre projet vraiment plus axé dans l'associatif et de l'accompagnement peut-être de sportifs qui ont besoin. Je suis plus là-dessus. Et puis après, c'est plus aussi sur ma vie personnelle, parce que forcément, tout ça, j'assume. Aujourd'hui, je suis célibataire. J'ai aussi, j'arrive à un âge où j'ai envie de construire aussi ma vie de famille. Et aussi, il est peut-être temps aussi de penser aussi à tout ça. C'est bien de travailler, mais là, aujourd'hui, je suis à un âge où j'ai envie de... Je t'ai vu aussi sur les JOJ. Shout out à Mago Sira. Je te vois. Je t'ai vu aussi sur les JOJ. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel tu vas t'impliquer en tant qu'ancienne athlète? Ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Maintenant, j'attends l'appel de... Non, mais en fait, j'en ai parlé à Ibrahim Awad, à Bala, sur mon envie d'accompagner les JOJ, parce que c'est un énorme projet. Et c'est vrai, quand j'ai pu voir que... Donc, du coup, j'ai participé à un forum des anciens athlètes olympiens. Donc, c'est en Suisse. Et c'est vrai que j'ai pu voir qu'il y avait beaucoup, donc, au niveau du comité olympique pour les Jeux 2024. Il y avait les Jeux des LA 2028. Donc, ce sont des projets qui sont portés par les anciens Olympiens. D'accord. Et les Olympiens actuels qui portent le projet. Et aujourd'hui, c'est ce que je disais aussi à Ibrahim Awad, j'aimerais bien aussi que les JOJ soient aussi portés par d'anciens projets. En tout cas, que les anciens athlètes soient aussi impliqués dans le projet et tout. Donc voilà, j'ai dit, je pense qu'ils m'ont écouté. Et puis maintenant, j'attends de voir... le sport est jamais loin. Voilà, c'est ça. S'ils m'appellent, si on continue. Mais je pense que j'ai envie de vivre, parce que c'est énorme. Ah oui, non, c'est super. Ça reste des Jeux Olympiques. Ça reste des Jeux Olympiques, ça reste, Inch'Allah. Alors,
je n'ai pas l'information, c'est pour ça que je te demande. Les Jeux Olympiques de cette année, est-ce qu'en foot, le Sénégal y va? Non, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Ouais. C'est dommage. On a des athlètes sénégalais on a l'athlète donc Mendy. Mendy, je pense qu'ils sont 5 athlètes. Il y a l'escrimeuse. Ouais. Il y a... Ils sont 5. Il y a, je pense, le kayakiste. Je pense Boris. Tu vas y aller au JO cette année en tant que spectatrice? Je sais pas. Je sais pas parce que, en fait, c'est marrant parce que ça a toujours été simple d'aller aux Jeux Olympiques quand t'es athlète. Et là, aller chercher les billets. En fait, j'ai dit à Bala, donnez-moi une accréditation, je vais aux Jeux, quoi. En fait, c'est toujours plus simple avec des accréditations parce que je connais pas tout ce. En fait, vraiment. Tout ce parcours. Je connais pas le parcours de spectateur. Je ne connais pas. Comme on va à la CAN, c'est. En fait, tu as ton accréditation. Et pour moi, c'est ça quand je vais. Et là, me dire que je dois aller réserver les hôtels, trouver des billets, quel match et tout, j'ai la flemme. Donc, et même en tant que... on va dire, si donner à tous les anciens athlètes des Jeux Olympiques des accès plus faciles, ça aurait pu être sympa d'avoir. Après, je pense que... Donc, voilà, je suis quand même dans le groupe des anciens Olympiens, pardon. Et en fait, on reçoit quand même des messages. Et il y a des choses. Groupe des anciens Olympiens. Il y a une communauté. Ok. On est Oli. Ok. C'est ça, il y a cette communauté. Et du coup, on reçoit quand même des messages et tout par rapport au jeu. Donc, il y a quand même des choses qui vont être faites. Donc, je suis à l'affût. Je regarde un petit peu tout. Et puis, peut-être qu'il y aura des invitations, je ne sais pas. Mais non, franchement, j'ai pas envie d'aller chercher des... Vraiment, j'ai la flemme de faire ça. Et là, pour finir notre échange, j'aimerais savoir 2 choses. Qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui et qu'est-ce qui te motive? En fait, qu'est-ce qui m'inspire? Ouais. Elle est bonne, la question. C'est le inspirer, motiver, partager. Tu vois. Et tu es ma première invitée à qui je pose cette question. Donc, tu as le challenge de devoir me répondre à ça. Mais aujourd'hui, c'est ça. Qu'est-ce que... Quand tu te lèves, quand tu fais tout ce que tu fais, parce que tu vois, finalement, quand je regarde un petit peu ton résumé de vie, de l'échange, tu es une personne qui est passionnée. Ouais, c'est ça. Tu es passionné et quand tu as ta passion, tu y vas à fond. Tu vois, quand tu me dis que tu as envoyé une bétonnière au Sénégal, acheté une bétonnière au Sénégal, que tu t'es lancé dans tes trucs, quand tu dis que tu as voulu faire les JO, tu t'es donné 4 ans, tu t'es donné 2 ans de sacrifice. Quand tu as une idée en tête, tu es passionné et tu y vas à 100% à fond. Il n'y a pas de demi-mesure et tout. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce qui te motive à faire ça? C'est quoi le truc qui, aujourd'hui, tu te dis, il faut que je le fasse comme ça? Comme tu dis, en fait, c'est la passion. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, on a cette chance et cette liberté de faire en fait ce qu'on veut. Et pour moi, je me mets jamais des contraintes. Tout ce que je fais et je le fais parce que j'ai envie de le faire. Ouais. Et je cherche juste à trouver en fait cet épanouissement et ce bonheur. Ouais. Donc moi, quand je me lève le matin, je suis heureuse et tous les jours, je dis Alhamdoulilah. Je fais mes prières et je remercie toujours Allah pour tout ce qu'il me donne. Parce qu'aujourd'hui, on a cette liberté, on a de faire en fait ce qu'on veut. Ouais. Et si, tu vois, j'aurais pu travailler, j'ai un bac+5, j'aurais pu travailler dans une structure en France et tout ça, mais je ne l'ai pas fait, j'ai pas envie, parce que je trouve que j'ai pas eu envie de faire ça. Donc j'ai c'est pas ça qui te motive. C'est pas ça qui me motive. Et c'est ça, je pense, ma différence, c'est ce qui me permet de réussir un peu ce que je fais. C'est que finalement, je le fais parce que j'ai envie de le faire, ça me rend heureuse et ça me passionne. Donc, toi, quand je suis à la fédération, moi, j'ai zéro pression. Ouais. Franchement, j'ai zéro pression parce que tout ce que je fais, je le fais avec passion, envie. Et du coup, c'est pour ça que tout le monde dit, mais tu as toujours le sourire, tu n'es jamais truc. Et puis, j'aborde tout avec le sourire. Il n'y a pas de problème, il y a toujours des solutions. Ouais. Et en fait, chaque problème, vraiment, il y a des moments où les gens ne comprennent pas. À la fédération, ils me disent, mais pourquoi tu souris? Ah oui, mais c'est pas grave, on trouve des solutions. En fait, je relativise. Ouais. J'ai appris, je pense, à relativiser surtout. Et puis, c'est ça. Je suis passionnée par tout ce que je fais. Je suis passionnée par le bâtiment. Je suis passionnée par le sport. Et en fait, je fais tout avec passion. Et puis, si je suis pas heureuse, si ça me saoule, je le fais pas. Tu le fais pas. Non. Exactement. Voilà. Magnifique. C'est juste ça. Magnifique. Voilà. Et la petite amie qui découvre le lancer de poids, marteau, pardon.
excuse-moi, Mais c'est pas... lancer de marteau par hasard, tu aimerais lui dire quoi aujourd'hui, si tu pouvais la croiser? Bah, en fait, de foncer. Ouais. Aujourd'hui, faut se fixer aucune limite. Ouais. Il faut avoir des rêves et des objectifs. Et puis de foncer pour atteindre voilà, tous ces objectifs. Et puis, en fait, ouais, franchement, c'est de foncer. Foncer, ne te fixe aucune limite et de croire en ses rêves. Franchement, crois en ce que tu veux, vas-y à fond, travaille. Il faut travailler. Par contre, il faut travailler. C'est ça. Il faut franchement travailler. Et puis, pas se laisser distraire par les on-dit, les nanana. Voilà. Fonce. Sois focus. Concentré. Fais les efforts. Et puis, fais tout ce que tu fais avec du plaisir. Tu sais, il faut vraiment cultiver ce plaisir, ce désir pour justement faire toutes les choses avec passion, sans contrainte. Non, comme tu dis, effectivement, il y a tellement de choses à faire que passer sa vie à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Puis la vie, elle est courte. La vie, elle est courte, exactement. La vie, elle est courte et finalement, c'est tellement frustrant de se dire de devoir aller faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire tu le fais finalement pour les autres, tu le fais pour la société, tu le fais pour... Finalement, tu le fais pas pour toi, tu vois. Et je pense que c'est ça qui est important. Des fois, il faut croire en ses idées. Oui, il faut se donner à fond, mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut surtout travailler. Dans tout ce qu'on fait. Franchement, il faut travailler et puis avoir des objectifs. Il faut quand même avoir des objectifs et puis se donner les moyens pour atteindre ces objectifs. C'est tout. Et aujourd'hui, tu ne peux pas être là à regarder. Aujourd'hui, même jalouser sur les gens et tout ça. Aujourd'hui, en fait, toi, tu as les mêmes moyens que tout le monde. En fait, vas-y, fonce. Il ne faut pas regarder pourquoi l'autre il a ça, pourquoi l'autre il a... Concentre-toi sur toi. Concentre-toi sur toi, sois focus et puis tu seras juste... tu réussiras. C'est juste ça. Magnifique. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup pour ton temps. Je te remercie beaucoup pour cet échange parce que, comme tu disais, on se croise souvent, mais on n'a jamais eu l'occasion de discuter. Et j'apprends, comme tout le monde aujourd'hui, tout ce que tu as eu à faire. Je pourrais dire que j'ai rencontré la première médaillée d'or au championnat d'Afrique. C'est moi qui l'ai rencontrée. Voilà. Je dirais ça, je raconterai ça. Merci vraiment pour ton temps. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Merci beaucoup. Je te souhaite de prendre encore plein de plaisir à la fédération et dans ta vie et d'être toujours épanoui, toujours avoir le beau sourire. C'est ça. Toujours, c'est important. Franchement, c'est le plus important. Et Inch'Allah, on se revoit dans 2 ans, 3 ans, 5 ans pour le podcast. Tu viendras nous raconter la suite de tout ce que tu fais. Avec plaisir. Inch'Allah. Et puis tu viendras nous parler de l'association. Tu auras lancé. Là, complètement. Il faut. C'est important. En tout cas, prends soin de toi. Merci. Merci les amis d'avoir regardé ce nouvel épisode ou d'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à envoyer plein d'amour à Ami dans les commentaires. Dites-lui qu'elle déchire, elle déchire de fou. Et voilà, on se retrouve pour le prochain épisode du Off Show. Peace. Allow me to reintroduce myself. My name is Ho. Of Show.